12 octobre 2025. Cela fait 8 jours que nous n'avons pas eu de mise à jour officielle sur le visiteur interstellaire 3I, Atlas, qui file près de notre Soleil en laissant échapper des indices de chimie extraterrestre. Pas d'image nette, pas de réponse franche, juste un récit bien emballé, étiqueté comme une comète ordinaire. Mais est-ce vraiment le cas? Les failles dans cette version s'élargissent de plus en plus. C'est pourquoi ce soir, nous écartons le voile du discours officiel pour poser la question que tout le monde se murmure, sans oser la crier. Le récit officiel est-il la réalité, ou se trame-t-il quelque chose de plus sombre en coulisses? Et en poursuivant notre format multi-épisode inédit, les découvertes ne font que s'assombrir. Nous allons révéler l'existence d'un trou noir vagabond qui glisse discrètement dans notre Voie lactée, un chasseur invisible capable de bouleverser tout ce que nous croyions savoir sur la sécurité cosmique. Nous ferons face à la gigantesque déchirure qui s'ouvre actuellement sur le Soleil. Une blessure qui pourrait perturber bien plus que nos cieux. Ensuite, le décompte final. Des experts alertent sur un possible effondrement de l'univers lui-même lors d'un Big Crunch. Et le délai est bien plus court que vous ne l'imaginez. Et comme si cela ne suffisait pas, une pluie silencieuse mais incessante de satellites redescend vers la Terre chaque jour. 1 ou 2 par jour. La question qui tue, pourquoi si peu de monde en parle? Si ces énigmes vous captivent autant qu'elles me passionnent, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucune actualité au fur et à mesure que les événements se déroulent en direct. Laissez un commentaire pour dire d'où vous nous suivez, quelle heure il est chez vous, et si vous pensez que l'on nous livre toute la vérité sur ces découvertes qui changent le monde. Et si vous voulez booster cette communauté, partagez cette vidéo sur X, Facebook, Reddit, ou même dans vos discussions de groupe. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à traquer des histoires pareilles. Merci de nous soutenir. Première partie, l'arrivée sur laquelle personne n'est d'accord. Le 1er juillet 2025, un objet est apparu, non pas issu de notre système solaire, mais des confins de l'espace interstellaire, et il a tout de suite fait hausser les sourcils. Vous n'en avez probablement pas entendu parler. La plupart des gens non plus, mais dans les recoins discrets des départements d'astronomie et des postes de recherche disséminés sur les continents, les scientifiques ont commencé à s'échanger des messages codés, à organiser des appels d'urgence et à fixer des données qui refusaient de se comporter normalement. Ils l'ont désigné sous le nom de 3I, Atlas, catalogue C, 2025-1. Le télescope de l'enquête Atlas au Chili l'a repéré en premier. Une tache floue se déplaçant sur fond d'étoiles, avec une trajectoire qui racontait une histoire invraisemblable. C'était le 3e objet interstellaire confirmé jamais détecté par l'humanité, après le célèbre Oumuamua en 2017 et la comète Borisov en 2019. Vous vous souvenez de Oumuamua? Peut-être ce mystère en forme de cigare qui s'accélérait d'une manière que la gravité seule ne pouvait justifier, qui refusait de dégazer comme une comète respectable, et qui avait disparu dans l'océan cosmique avant qu'on puisse l'examiner de près. Atlas était différent. Ou peut-être pas tant que ça. Nul ne parvenait à s'entendre. Les calculs orbitaux contaient une histoire limpide. Cet objet suivait une trajectoire hyperbolique, ce qui signifiait qu'il n'était pas lié à notre système solaire. Il provenait d'ailleurs, d'un endroit incroyablement lointain, et il repartirait, s'évanouissant dans l'abîme entre les étoiles. Sa vitesse d'approche atteignait environ 60 km par seconde, soit près de 130 000 milles par heure si vous préférez vos vitesses cosmiques en unités plus terrestres. C'est rapide. Plus rapide que tout ce que l'humanité a jamais construit. Plus rapide que le vent solaire. Suffisamment vite pour que, en remontant la trajectoire dans le temps, on pointe vers une zone de l'espace où aucune étoile connue n'aurait dû l'expédier. L'objet atteindrait son périhélie, son point le plus proche du Soleil, le 30 octobre 2025, passant à environ 1,4 unités astronomiques de notre étoile. Pour info, une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Soleil. Ainsi, Atlas frôlerait l'orbite de Mars, mais resterait sagement au-delà du chemin de la Terre. Le rapprochement le plus près avec notre planète serait d'environ 1,8 unités astronomiques, assez distant pour que même les plus alarmistes ne puissent sérieusement invoquer un risque de collision. Ce n'était pas Melancholia. Ce n'était pas Don't Look Up. Le péril, s'il y en avait un, n'était pas physique. Mais ensuite, les anomalies se sont accumulées comme des pièces à conviction sur une scène de crime. D'abord, les estimations de taille. Les premiers calculs laissaient penser qu'Atlas mesurait des dizaines de kilomètres de large, bien plus imposant que ses prédécesseurs interstellaires. D'autres évaluations divergeaient follement, évoquant quelque chose de bien plus petit mais doté de propriétés réfléchissantes inhabituelles. Cette incertitude en soi était bizarre. L'astronomie moderne excelle à évaluer la taille des roches spatiales. Quand les estimations varient d'un facteur de 10 ou plus, c'est que la surface ou la forme de l'objet embrouille nos instruments d'une façon qui ne devrait pas arriver pour une simple comète. Puis les rapports chimiques sont arrivés, et ils défiaient toute logique. La plupart des comètes,
en se réchauffant à l'approche du Soleil, commence à faire jaillir des noyaux enfouis, qui se sublimant en formant de magnifiques traînées s'étirant sur des millions de kilomètres à travers le système solaire. Atlas n'a pas suivi ce scénario classique. L'analyse spectroscopique a révélé que le dioxyde de carbone dominait largement le dégazage, avec une présence infime d'eau. Plus étrange encore, certaines observations ont décelé des concentrations élevées de nickel dans les émissions, un élément qui n'a rien à faire en telle quantité dans l'exhalaison d'une comète naturelle. On pourrait s'attendre à ce que les astronomes crient cela sur tous les toits. On pourrait imaginer des conférences de presse d'urgence, des articles précipités, des télescopes du monde entier se tournant pour suivre ce visiteur insolite. Il y en a eu un peu, bien sûr, mais la réaction globale est restée modérée, prudente, tempérée par des réserves et des peut-être. Beaucoup d'astronomes ont publiquement considéré Atlas comme une comète simplement curieuse mais naturelle, une anomalie dans la variété, sans être fondamentalement inexpliquée. Les comètes sont diverses, nous rappelait-il. Chaque système stellaire possède sa propre chimie. Il ne faut pas s'attendre à ce que chaque intrus corresponde à la composition des objets nés dans notre propre quartier cosmique. Pourtant, des murmures circulaient dans les sections de commentaires des prépublications, dans les discussions discrètes lors des congrès, dans les salons de chaque crypté où les chercheurs s'expriment plus librement qu'ils ne le font dans les revues à comité de lecture. Certains posaient la question qui frôle les limites de l'acceptable en astronomie contemporaine. Et si Atlas n'était pas tout à fait naturel? Et si nous observions quelque chose d'artificiel, de technologique, d'envoyé? Le mot « sonde » commençait à surgir, souvent niché dans des phrases conditionnelles ou des hypothèses. Le mot « extraterrestre » était prononcé encore plus bas, généralement accompagné d'un rire nerveux, un signe social indiquant que l'interlocuteur savait qu'il marchait sur un terrain miné. Des carrières ont été ruinées pour avoir pris de telles idées trop au sérieux. Des réputations se sont édifiées sur leur rejet, mais les chiffres se moquaient des réputations. La chimie se fichait des carrières. Et à mesure qu'octobre approchait, qu'Atlas se rapprochait et que nos télescopes captaient plus de lumière de sa surface, les anomalies ne se dissipaient pas en explications rassurantes. Au contraire, elles se multipliaient. Nous y voilà donc. Un objet venu d'un autre système stellaire traverse en ce moment notre arrière-cour cosmique. Tandis que vous écoutez ces mots, il affiche des caractéristiques qui ne cadrent pas tout à fait avec nos modèles pour les corps naturels. Les données que nous collectons sont partielles, éparpillées, parfois contradictoires. Et les institutions auxquelles nous faisons confiance pour décrypter de tels phénomènes s'expriment avec des tons prudents et mesurés, qui pourraient être de la simple rigueur scientifique ou bien autre chose. La question n'est pas si Atlas est étrange. Tout le monde s'accorde là-dessus. La question est de quel genre d'étrangeté il s'agit et qui aura le dernier mot. Dans la suite, nous plongerons dans les pulsations, les rotations, et cette interrogation qui empêche certains scientifiques de dormir. Signale-t-il ou se contente-t-il de voguer dans le vide? Deuxième partie. Pulsation dans l'ombre, signal ou rotation. La lumière raconte des histoires si l'on sait la décrypter. Chaque photon parvenant à nos télescopes transporte des informations codées dans sa longueur d'onde, sa polarisation, son timing. Quand les astronomes étudient un objet comme Atlas, ils ne se contentent pas de fixer un point dans le ciel. Ils examinent comment la luminosité de ce point évolue au fil du temps, en construisant ce qu'on appelle une courbe de lumière, un graphique qui trace l'intensité lumineuse en fonction des heures, des jours et des semaines. La plupart des comètes génèrent des courbes de lumière désordonnées et chaotiques. Elles tournoient de manière irrégulière dans l'espace, leur rotation perturbée par les forces inégales du dégazage. Leur surface criblée de cratères et asymétrique. Les variations de brillance que nous percevons sont fondamentalement du bruit, des fluctuations aléatoires au fur et à mesure que différentes parties de la surface captent la lumière solaire sous divers angles. C'est l'équivalent optique du bruit blanc, prévisible uniquement par son imprévisibilité. Atlas n'a pas respecté ce schéma. Ou du moins, il l'a suivi en partie, ce qui pourrait être encore plus déconcertant. La courbe de lumière révélait des variations d'une régularité inhabituelle, des changements de luminosité qui se répétaient sur des échelles de temps précises, évoquant une géométrie structurée plutôt qu'un bouillonnement chaotique. Certaines portions des données montraient des périodicités qui poussaient les astronomes à se pencher plus près de leurs écrans, à revérifier leurs étalonnages, à se demander s'ils voyaient bien ce qu'ils croyaient percevoir. Le terme technique est « périodicité photométrique ». Et c'est précisément ce qu'on attendrait d'un vaisseau spatial pivotant délibérément pour ajuster son orientation, ou d'une sonde conçue pour émettre des motifs vers l'univers, ou de tout système artificiel nécessitant un contrôle précis du moment angulaire. C'est aussi, pour être juste, ce qu'on pourrait observer chez un objet naturel doté d'une forme inhabituelle mais explicable. Peut-être un binaire de contact, deux lobes reliés par un cou étroit et tournoyant de façon stable. Mais ensuite, les données de polarisation sont arrivées, et les choses sont devenues plus bizarres encore.
La polarisation évalue comment les ondes lumineuses sont les objets naturels en déplacement dans l'espace tendent à présenter une polarisation orientée. La lumière non polarisée oscille dans toutes les directions perpendiculaires à sa trajectoire. En revanche, la lumière polarisée oscille dans des plans bien définis, et le degré ainsi que l'orientation de cette polarisation révèlent des détails sur les caractéristiques de la surface qui a réfléchi ou diffusé cette lumière. Les surfaces rugueuses dépolarisent le rayonnement. Les surfaces lisses, quant à elles, génèrent des signatures de polarisation intense. Certaines configurations géométriques provoquent ce qu'on appelle une polarisation négative, où l'orientation s'inverse par rapport à ce qu'on attendrait habituellement. Atlas a affiché une polarisation négative extrême sous certains angles, avec des valeurs qui dépassaient les prévisions des modèles pour n'importe quelle composition de surface naturelle connue. Un article l'a qualifié de comportement polarimétrique anormal, incompatible avec les modèles standards de poussière cométaire. Un autre évoquait des caractéristiques d'albédo géométrique, indiquant une structure de surface non aléatoire. Ce sont les formulations prudentes et nuancées que les scientifiques emploient quand ils observent quelque chose d'inattendu, sans pour autant oser formuler ce que cela pourrait vraiment signifier. Figurez-vous un phare. Son faisceau balaie l'océan à intervalles réguliers, une impulsion précise qui transmet des informations à quiconque sait regarder. Imaginez maintenant ce phare virevoltant dans l'espace à 60 km par seconde. Et au lieu d'un rayon lumineux, il renvoie la lumière solaire selon des motifs qui se répètent avec une régularité trop marquée pour être fortuite, mais pas assez pour être franchement artificielle. C'est à peu près la situation à laquelle nous faisons face. Cela pourrait être un signal. Ou bien la forme la plus malcommode que la nature ait pu sculpter dans une pierre. Les données sur l'accélération non gravitationnelle ont ajouté une couche supplémentaire à l'énigme. Quand on suit l'orbite d'un objet avec une précision suffisante, on repère de légers écarts par rapport à la trajectoire dictée par la gravité seule. Les comètes exhibent ces écarts constamment. L'émission de gaz agit comme un petit moteur fusée, déviant légèrement la comète selon les zones d'où le gaz s'échappe de la surface. Pour une comète ordinaire, ces forces s'équilibrent en moyenne et les anomalies s'estompent au fil du temps. Chez Atlas, l'accélération non gravitationnelle révélait des motifs difficiles à justifier par les modèles classiques d'émissions gazeuses. Certains experts ont suggéré qu'il s'agissait d'une comète riche en poussière, une roche sale qui libère surtout des particules solides plutôt que du gaz, produisant des poussées via la pression de radiation sur ces particules au lieu d'une éjection volatile. Cela rendait compte de certaines bizarreries chimiques et de quelques irrégularités dans l'accélération. C'était une hypothèse solide, un compromis raisonnable entre une simple comète excentrique et une sonde extraterrestre potentielle. Elle ne résolvait pas tout, mais elle en couvrait assez pour être crédible. Et peut-être était-ce précisément cela. Peut-être Atlas se situait-il simplement dans une zone peu explorée de l'espace des paramètres pour les corps cométaires, nous indiquant que nos modèles méritaient d'être affinés plutôt que jetés aux orties. L'univers n'a aucune obligation de nous paraître logique. Il se moque si nous tombons sur des phénomènes déroutants. Il reste indifférent à notre soif de classification nette et d'explications rassurantes. Mais voilà ce qui taraudait les chercheurs penchés sur ces courbes de lumière jusqu'aux petites heures. Si vous vouliez expédier une sonde vers un autre système stellaire, si vous souhaitiez qu'elle soit repérable sans hurler sa technologie, si vous visiez cet équilibre subtil entre « regardez-moi » et « je ne suis qu'un caillou », que concevriez-vous? Vous opteriez sûrement pour un objet à l'apparence majoritairement naturelle, qu'on pourrait aisément ranger dans la case comète ou astéroïde. Mais doté d'une régularité géométrique juste suffisante pour intriguer les observateurs attentifs. Vous chercheriez l'équivoque. La possibilité de nier. Vous voudriez que les experts se disputent sur l'interprétation de ce qu'ils voient. Et c'est précisément ce que nous avons eu. Les astronomes radio n'ont rien détecté, bien entendu. Pas de signaux périodiques évidents, pas de porteuses modulées, pas de balises émettant dans le spectre électromagnétique de manière à crier son origine artificielle. Mais l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence. Surtout quand on n'écoute qu'une bande étroite de fréquences, quand nos radiotélescopes ne couvrent que des fenêtres limitées, quand l'objet file si vite que tout signal serait fortement décalé Doppler et peut-être méconnaissable. Nous voilà donc avec des ambiguïtés, des motifs qui pourraient être des signaux ou simplement une rotation. Une chimie qui pourrait être alien ou issue d'une nurserie stellaire très différente de la nôtre. Une accélération qui pourrait résulter d'une émission gazeuse ou d'autre chose. Chaque donnée offre deux lectures, parfois trois, et trancher exige soit plus d'informations que nous n'en possédons, soit un saut de foi dans une direction ou une autre. Comment cela se mesure-t-il aux autres visiteurs interstellaires que nous avons repérés? Que nous dit l'histoire des objets qui se comportent de façon un peu étrange? C'est là que nous nous tournons ensuite, vers l'ombre d'Oumuamua et ce qu'elle nous a appris. Cela nous parle de voir clair. Troisième partie, l'ombre d'Oumuamua. Le 19 octobre 2017,
le télescope Pan-STARRS à Hawaï a détecté un objet se déplaçant dans le système solaire interne sur une trajectoire improbable. Au début, les astronomes ont pensé à un astéroïde ou une comète provenant de notre propre ceinture de Kuiper, déviée vers l'intérieur par une interaction gravitationnelle quelconque. Mais en quelques jours, avec l'accumulation d'observations supplémentaires, les calculs orbitaux ont abouti à une conclusion inquiétante. Cet objet, baptisé peu après Oumuamua, en hawaïen, éclaireur ou messager, provenait de l'espace interstellaire. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous confirmions un objet traversant notre système solaire et originaire d'ailleurs. La première occasion où nous pouvions affirmer sans équivoque observer un visiteur d'une autre étoile. Et il était étrange. Oumuamua a accéléré en quittant le système solaire. Une poussée modeste mais mesurable, impossible à expliquer par la gravité seule. Il n'affichait aucune queue cométaire, aucun dégazage, aucun signe visible des glaces volatiles qui auraient dû sublimer sous l'effet de la chaleur solaire. Sa forme, déduite de la variation de sa brillance au fil de sa rotation, évoquait quelque chose d'extrêmement allongé, peut-être 10 fois plus long que large. Une géométrie presque inconnue chez les astéroïdes ou comètes naturelles. Certaines estimations allaient plus loin, imaginant une silhouette en aiguille ou en cigare, incompatible avec les processus de formation habituels. La communauté scientifique a réagi par une avalanche d'articles cherchant des explications naturelles. Peut-être un fragment d'une planète déchiquetée par des forces de marée. Peut-être fait de matériaux inhabituels qui ne dégazent pas de façon visible. Peut-être que l'accélération provenait de la sublimation de glace d'hydrogène, trop faible pour être détectée mais assez forte pour propulser. Peut-être. 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 Chaque théorie résolvait un mystère mais en générait d'autres. Chaque idée exigeait des plaidoyers spéciaux, des conditions plausibles mais rares, pratiques mais non prouvées. Et puis Avi Loeb est intervenu. Loeb, directeur du département d'astronomie à Harvard, un chercheur au palmarès impressionnant et à la crédibilité institutionnelle solide, a publiquement suggéré qu'Oumuamua pourrait être artificiel. Il l'a imaginé comme une voile solaire, une fine membrane réfléchissante propulsée par la pression de radiation, soit un vestige défectueux de technologie extraterrestre errant dans l'espace, soit, plus audacieusement, une sonde active d'une autre civilisation. L'establishment scientifique a riposté avec une rage indéniable. Loeb a été taxé de sensationnalisme, d'atteinte à la réputation de l'astronomie, d'abandon de la rigueur scientifique au profit de la notoriété. La réaction a été si vive, si instinctive, qu'elle a soulevé ses propres interrogations sur les raisons d'une telle défense face à l'hypothèse de technologie extraterrestre. 2 ans plus tard, en août 2019, un autre visiteur interstellaire est apparu. Celui-ci, désigné 2I Borisov, s'est comporté en vraie comète. Il a dégazé normalement, montré une queue visible, présenté des compositions chimiques alignées sur celles des comètes de notre système solaire. Les astronomes ont poussé un soupir collectif de soulagement. Voyez, semblait-il dire, les objets interstellaires ressemblent à nos objets. Oumuamua était bizarre, mais au final explicable. Tout va bien. On peut reprendre la routine. Sauf qu'Atlas ne nous laisse pas reprendre la routine. À certains égards, Atlas ressemble plus à Oumuamua qu'à Borisov. Les deux montrent une accélération non conventionnelle qui défie les modèles gravitationnels simples. Les deux présentent des propriétés chimiques ou physiques qui s'intègrent mal dans nos classifications. Les deux chevauchent la frontière entre comètes et rochers. Ni l'un ni l'autre pleinement. Mais Atlas pourrait être bien plus grand qu'Oumuamua si les estimations de taille sont fiables. Il révèle ce dégazage dominé par le dioxyde de carbone que ses prédécesseurs n'avaient pas. Et ces signatures de nickel, cette polarisation extrême, ces variations de brillance régulières, tout cela le propulse dans un domaine inédit. Un domaine où nos analogies rassurantes s'effritent. Ce qui distingue le plus Atlas de ses semblables, c'est la réaction qu'il a suscitée. Avec Oumuamua, nous étions surpris, incertains sur l'interprétation des observations, ouverts à diverses hypothèses. Avec Borisov, nous étions rassurés, impatients de le ranger dans des catégories familières. Avec Atlas, on sent que la communauté scientifique a déjà tranché ce qu'elle veut croire avant même d'avoir tous les éléments. Après la controverse autour d'Oumuamua, après les accusations et contre-accusations, après avoir vu un collègue respecté se faire lyncher pour avoir posé des questions dérangeantes, de nombreux astronomes paraissent avoir pris, inconsciemment et collectivement, la décision de rester prudents, de privilégier les explications naturelles, de minimiser les anomalies. C'est ce qu'on appelle d'une surcorrection. Quand on se brûle en touchant un poêle chaud, on devient excessivement méfiant envers tous les poêles, même ceux qui sont clairement éteints. Quand une communauté scientifique se brûle avec des spéculations publiques sur la technologie alien, elle risque de rejeter avec excès toute preuve qui pointe dans cette direction.
y compris quand les preuves méritent une attention sérieuse. Le souvenir affectif du débat autour de Oumuamua pourrait bien colorer l'interprétation actuelle d'Atlas, en favorisant un penchant pour les théories classiques tout aussi peu scientifiques que de présumer que tout phénomène étrange relève forcément de l'artificiel. L'eau en personne recense ces irrégularités, en soutenant que nos modes d'analyse sont structurellement orientés contre la détection de traces technologiques. Il souligne que nous disposons d'un exemple avéré d'une civilisation produisant des engins spatiaux, et que nous expédions des sondes au-delà de notre système solaire depuis des décennies. Imaginer qu'une autre société agisse de même ne relève pas d'une hypothèse farfelue. C'est simplement l'application du principe de médiocrité. L'idée que nous ne sommes pas uniques, que ce qui s'est produit ici a vraisemblablement eu lieu ailleurs aussi. Si les arguments pour des origines naturelles paraissent insuffisants, si l'on doit recourir à des scénarios de plus en plus extravagants pour défendre les vues traditionnelles, il se pourrait qu'on néglige l'explication la plus basique, laquelle n'est ardue à accepter que pour des raisons psychologiques liées à ses implications. Le contexte historique joue un rôle clé dans cette affaire. Au fil des siècles en astronomie, nous avons croisé des corps célestes qui paraissaient bizarres, résistant à toute explication, suscitant des spéculations sur des provenances non naturelles. Les pulsars, lors de leur découverte initiale, ont été moqueusement baptisés LGMS, Little Green Men, en raison de leurs impulsions radio d'une régularité apparemment artificielle. Les quasars ont bousculé nos conceptions sur la quantité d'énergie libérable dans un volume spatial donné. Les sursauts radio rapides demeurent sans explication pleinement convaincante. Dans chaque instance, des processus naturels ont fini par émerger pour rendre compte des observations. Des processus souvent plus étranges et captivants que des théories artificielles ne l'auraient été. Mais voilà le hic. Le fait qu'on ait débusqué des mécanismes naturels pour d'anciennes énigmes ne présage pas que toute anomalie en est un. C'est la chimère de l'induction. Croire que, parce que X s'est vérifié par le passé, X se vérifiera forcément à l'avenir. Tôt ou tard, si nous tombons sur une preuve tangible de technologie extraterrestre, elle apparaîtra anormale. Elle contredira nos modèles préliminaires. Elle déclenchera précisément ce genre de controverse. Et si nous nous sommes conditionnés à rejeter systématiquement l'hypothèse technologique, à dénicher coûte que coûte un mécanisme naturel, aussi forcé soit-il, nous pourrions passer à côté de la trouvaille la plus majeure de l'histoire humaine, juste parce qu'on préfère l'erreur rassurante à la vérité dérangeante. Alors, qu'en est-il d'Atlas ? Il vogue dans l'espace, ballotté entre assurance et conjecture, scruté par des outils qui saisissent des bribes de réalité sans jamais en embrasser l'ensemble. Ce qui nous amène à l'aspect le plus préoccupant de cette saga. Les données absentes, les clichés qui devraient exister mais qui n'ont pas été diffusés, les lacunes dans les archives publiques qui pourraient n'être que fortuites ou bien indiquer autre chose. Examinons ce qui nous échappe et pourquoi cela pourrait primer sur ce que l'on perçoit. Partie 4. Le casse-tête des données manquantes. L'astronomie contemporaine est un domaine gorgé de données. Nous comptons des télescopes en orbite, des instruments sur Mars, des observatoires disséminés sur tous les continents. Quand un objet intrigant pénètre le système solaire interne, une multitude d'appareils peuvent le viser, enregistrant des images sur divers spectres, pour composer un portrait exhaustif de la cible. Du moins en principe. Dans la réalité, surtout concernant Atlas, les choses se présentent bien autrement. L'Agence spatiale européenne a partagé une image capturée par la caméra Cassis à bord de l'ExoMars Trace-Gas orbité. Cassis, initialement conçu pour photographier la surface martienne en haute définition, a été détourné pour immortaliser Atlas lors de son passage relativement proche de Mars. Que avons-nous obtenu ? Un point ténu se déplaçant sur fond d'étoiles. Une tache à peine discernable du bruit. Une photo qui atteste de l'existence d'Atlas et de sa position conforme aux calculs orbitaux, mais qui n'apprend rien sur sa constitution physique. Pour un corps présumé mesurer des dizaines de kilomètres, traversant le champ de vision d'une caméra haute résolution, ce manque de précision frisait l'exaspération. Soit Atlas était bien plus petit que certaines estimations ne le laissaient penser, soit il était curieusement obscur, soit l'optique n'était pas idéale, soit un mélange de circonstances a produit l'image la moins éclairante qui soit. Il y avait aussi le rover Perseverance, mission phare de la NASA sur Mars, doté de caméras de navigation qui balaient régulièrement le ciel pour repérer tourbillons de poussière et nuages. Il a détecté Atlas le 4 octobre, tel qu'il se présentait dans le firmament martien. Que révélait cette prise ? Une traînée, une ligne lumineuse cohérente avec un objet en mouvement sur fond stellaire. Durée et trajectoire alignées sur le parcours anticipé d'Atlas. Encore une validation sans éclaircissement. On a pu vérifier qu'Atlas se trouvait à l'endroit prévu, se déplaçait comme prévu, mais rien sur sa véritable identité. Ces captures ont été publiées, relayées, mentionnées dans des communiqués de presse et des articles récents. Les articles publiés nous ont livré bien peu d'informations. Et peut-être que c'est acceptable.
Peut-être que ces appareils n'ont tout simplement pas été conçus ou orientés pour nous fournir des données plus précises. Mais c'est là que l'affaire devient intrigante. D'autres outils auraient dû enregistrer des clichés bien plus nets, et nous n'avons rien vu de tel. L'orbiteur Mars Reconnaissance Orbité embarque IRISE, l'expérience d'imagerie à haute résolution capable de distinguer des détails sur la surface martienne aussi fins qu'1 mètre de large. Quand un objet interstellaire frôle de près la zone, on s'attendrait à ce que IRISE soit mobilisé pour prendre des photos, plusieurs photos, en suivant la trajectoire sur plusieurs orbites afin de constituer un ensemble complet d'informations. Où sont ces clichés? La sonde MAVEN, qui explore l'atmosphère supérieure de Mars, dispose d'instruments optiques qui auraient pu ajouter leurs observations. Où sont ces éléments? L'orbiteur Mars Odyssey, en service depuis 2001, possède des capacités d'imagerie thermique qui auraient pu repérer des signatures de chaleur ou évaluer la température de surface de l'objet. Cette information a-t-elle été diffusée? Les justifications officielles, quand on daigne en fournir, parlent de limites de sensibilité, de conflits d'horaire, de contraintes techniques. IRISE est destiné aux surfaces planétaires, pas aux objets célestes filants. Les outils de MAVEN sont taillés pour l'étude atmosphérique, non pour le suivi d'astéroïdes. Le processus de traitement des données demande du temps, une calibration, une validation avant publication. Et, au passage, il y a eu cette fermeture des administrations fédérales au début de 2025 qui a ralenti pas mal d'opérations de la NASA, générant un arriéré de tâches de traitement encore en cours. Ces motifs paraissent crédibles. Ils sont logiques. Ils pourraient même être parfaitement vrais, mais ils surgissent dans un cadre où le manque de données nourrit un terrain propice aux interprétations alternatives. Quand les gens anticipent de voir quelque chose et qu'ils n'y ont pas accès, quand des organismes habitués à une documentation minutieuse présentent soudain des lacunes dans leurs archives, la méfiance comble le vide. Il y a une longue tradition de soupçons selon laquelle les agences spatiales modifient, retardent ou censurent des images inhabituelles. Le visage sur Mars, qui s'est révélé être une montagne modelée par l'érosion et les ombres, mais qui avait été montré initialement sans assez d'explications, a éduqué toute une génération à douter des publications d'images de la NASA. De multiples théories du complot affirment que les photos des missions lunaires, des rovers martiens ou des relevés orbitaux ont été expurgées ou retouchées pour effacer des preuves de construction, d'artefacts ou d'autres bizarreries. La plupart de ces allégations sont absurdes, des corrélations hasardeuses dans du bruit, une recherche de motifs dans le chaos. Mais le fait que la majorité de ces thèses soient farfelues n'implique pas que toutes le soient. Et ça ne signifie pas non plus que les agences sont toujours transparentes avec des données problématiques. L'Agence spatiale européenne applique un embargo de 6 mois sur une grande partie de ces données brutes. Les images et mesures sont rassemblées, traitées en interne, exploitées par les équipes scientifiques et ne sont publiées dans les archives publiques qu'ensuite. C'est une procédure courante, justifiée scientifiquement et indispensable en pratique. Ça veut aussi dire qu'il pourrait y avoir des images détaillées d'Atlas stockées sur les serveurs de l'ESA en ce moment. Des images indisponibles au public avant mi-2026. Des images qui pourraient trancher sur les interrogations qu'on agite dans l'ombre informationnelle actuelle. Cela engendre ce qu'on pourrait nommer l'effet de vide des données. Quand le grand public sait que des observations existent, mais ne peut y accéder. Quand l'écart entre ce qui a été capté et ce qui est divulgué devient assez marqué pour être perceptible, les récits affluent pour combler l'espace. Certains de ces récits sont paranoïaques. D'autres complotistes. Certains évoquent des dissimulations, des savoirs occultes et des mensonges institutionnels. Et certains pourraient même être justes, ou du moins partiellement fondés, car l'absence de preuve constitue bel et bien une preuve d'absence quand on s'attendait à ce qu'elle soit là. Pensez aux mécanismes d'incitation en jeu. Si Atlas n'est qu'une comète excentrique, diffuser toutes les données disponibles sans tarder comporte peu de dangers et favorise les avancées scientifiques. Si Atlas est quelque chose de plus flou, peut-être artificiel ou présentant des traits inexplicables, partager ces infos pose des soucis. Ça attire un examen impitoyable. Ça soulève des questions que l'agence n'est peut-être pas prête à traiter. Ça pourrait exposer des forces ou faiblesses de nos instruments que certains préféreraient garder confidentiels. Ça menace un affolement ou une confusion publique si les enjeux sont exposés sans cadre adéquat. Rien de tout ça ne démontre un camouflage, mais ça montre que des raisons plausibles pour une diffusion sélective existent et que l'écart entre observations réalisées et informations partagées dépasse ce que la prudence scientifique ordinaire justifierait. On vous demande de faire confiance aux institutions qui scrutent Atlas pour vous livrer l'image complète, tout en vous indiquant que nombre de ces parties ne seront accessibles à l'examen que dans des mois ou des années. C'est une demande ardue, surtout compte tenu des enjeux en jeu. Ce qui nous amène à la interrogation fondamentale qui imprègne toute cette enquête. Pourquoi cela compte-t-il autant? Si Atlas est d'origine naturelle, nous découvrons un aspect fascinant de la chimie interstellaire et nous passons à autre chose.
S'il s'agit d'une création artificielle, eh bien, ce serait la nouvelle la plus monumentale de l'histoire humaine. Mais au-delà de ces scénarios clairs, qu'est-ce qui est vraiment en péril dans notre façon d'interpréter ces objets inhabituels? De quoi débattons-nous au fond quand nous nous interrogeons sur le fait qu'Atlas soit une simple comète ou bien davantage? Explorons la croyance en elle-même et le prix qu'elle nous impose. 5e partie, la foi, le doute et les risques impliqués. Posez-vous une question basique. Pourquoi est-ce important qu'Atlas ne soit qu'une comète ou quelque chose de plus grand? Qu'est-ce que cela modifie dans votre existence, vos projets, votre vision de votre rôle dans l'univers? Si la réponse penche d'un côté ou de l'autre, si Atlas est naturel, si toutes ces irrégularités s'expliquent par des processus chimiques et physiques compréhensibles, nous obtenons une occasion rare d'observer la structure d'un autre système stellaire. Nous comprenons que des systèmes planétaires à des années-lumière produisent des comètes aux signatures chimiques distinctes des nôtres. Que les circonstances de la formation des étoiles sont plus variées que prévu. Que l'univers regorge de diversité que nous commençons à peine à répertorier. C'est précieux sur le plan scientifique, stimulant pour l'esprit, un élément de plus dans notre connaissance grandissante de la chimie cosmique. Nous rédigeons des articles. Nous ajustons nos théories. Nous nous attaquons au suivant énigme. Si Atlas est conçu de manière artificielle, si nous observons bel et bien des traces de technologie extraterrestre, alors tout bascule. Ce n'est pas exagéré. La validation d'une intelligence ailleurs, de civilisations capables d'émerger et de durer assez pour lancer des sondes à travers les étoiles, l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Cette prise de conscience serait le pivot autour duquel l'histoire humaine s'articulerait, avant et après. Notre perception de notre importance, de notre avenir, de nos devoirs envers le cosmos, tout cela se métamorphoserait en un clin d'œil. Mais ce sont les résultats nets, les options binaires. La véritable difficulté réside dans l'entre-deux, dans ce domaine d'incertitude où nous nous trouvons en ce moment. Car aujourd'hui, nous ignorons la nature d'Atlas. Nous disposons de données qui orientent vers diverses pistes. Des organismes avancent des affirmations que nous ne pouvons pas contrôler par nous-mêmes. Des lacunes dans les informations pourraient être anodines ou au contraire alarmantes. Et nous, le grand public, sommes invités à trancher sur nos convictions sans disposer de l'ensemble des preuves. C'est là que les enjeux psychologiques entrent en lice. La réaction de l'humanité face à un possible premier contact, ou même à des indices ambigus, dévoile notre essence en tant qu'espèce. Affrontons-nous l'inconnu avec émerveillement ou avec crainte? Exigeons-nous la clarté de nos institutions ou nous soumettons-nous à leur autorité? Nous autorisons-nous à envisager des hypothèses déstabilisantes ou préférons-nous nous réfugier dans des vérités rassurantes? L'événement Atlas, quelle qu'en soit l'explication finale, met à l'épreuve la maturité de notre civilisation. Il y a aussi des enjeux pour les institutions. Les agences spatiales fonctionnent grâce à des fonds publics et à un soutien politique. Leurs ressources dépendent de leur fiabilité perçue, de leur image de sérieux scientifique plutôt que de spéculations sensationnalistes. Si la NASA ou l'ESA proclament avoir détecté des preuves de technologie alien et se trompent, le préjudice pour leur réputation serait colossal. Les budgets pourraient être réduits. Les dirigeants remplacés. Les missions futures annulées. La logique des incitations incite à la prudence, à la certitude, à ne formuler que des déclarations solidement étayées. Cela se conçoit. C'est humain. C'est aussi un parti pris qui pourrait nous faire ignorer ou écarter de véritables anomalies, parce que les reconnaître comporte un danger professionnel. Il existe ensuite le danger du biais de confirmation, cette propension à voir dans les nouvelles données un appui à nos idées préconçues. Si vous souhaitez qu'Atlas soit une sonde extraterrestre, vous mettez l'accent sur les bizarreries et minimisez les interprétations classiques. Chaque donnée atypique devient un argument pour votre thèse. Chaque vide dans les archives publiques prouve une dissimulation. Vous ne mentez pas ni n'agissez de manière irrationnelle exprès. Vous êtes simplement humain, en filtrant la réalité à travers le prisme de vos croyances et aspirations existantes. Mais il y a un risque symétrique et contraire, le biais de rejet, qui consiste à écarter les options inconfortables malgré les faits. Si vous êtes attaché à l'idée qu'Atlas est forcément naturel, vous insistez sur les explications traditionnelles et atténuez les anomalies. Chaque donnée atypique n'est plus qu'une énigme mineure au lieu d'un mystère majeur. Chaque vide dans les archives devient un simple retard inoffensif plutôt qu'une rétention suspecte. Vous n'êtes pas malhonnête. Vous vous protégez juste du malaise d'un changement de paradigme, du vertige provoqué par le défi à vos certitudes fondamentales sur l'univers. Ces deux biais sont des pièges. Ils nous éloignent tous deux de la vérité. La question est de savoir si vous parvenez à entretenir plusieurs hypothèses en parallèle, en les évaluant selon les preuves plutôt que selon vos inclinations. En les actualisant, il est essentiel d'ajuster ses convictions au fur et à mesure que de nouvelles informations émergent, au lieu de s'accrocher obstinément à des idées initiales malgré les signaux envoyés par l'univers.
Cela renvoie à une interrogation philosophique plus profonde. La foi en des sondes extraterrestres constitue-t-elle un mythe contemporain? Une sorte de succédané technologique aux divinités et aux anges d'antan, une transposition de nos aspirations et de nos appréhensions sur l'immensité cosmique, ou bien une déduction logique basée sur les éléments dont nous disposons? Une mise en pratique du raisonnement bayésien qui, compte tenu de l'immensité et de l'ancienneté de l'univers, du nombre considérable de planètes potentiellement habitables, et de notre propre présence comme démonstration que l'intelligence peut surgir, penche en faveur de l'existence d'autres civilisations susceptibles d'envoyer des émissaires dans le vide interstellaire. La réponse n'est pas évidente. Chacune des deux thèses possède ses arguments solides. Elles peuvent toutes deux mobiliser des preuves et un raisonnement cohérent pour se défendre. Ce qui est certain, c'est que cette problématique revêt une importance capitale, non seulement pour la façon dont nous décryptons Atlas, mais aussi pour notre vision de nous-mêmes. Sommes-nous seuls? Si ce n'est pas le cas, qu'implique un contact? Si nous sommes visités, observés ou simplement effleurés par des voyageurs venus d'ailleurs, quelle charge de responsabilité cela nous impose-t-il? Ces réflexions ne sont pas de simples spéculations abstraites. Ce sont des enjeux concrets qui influencent nos choix en matière d'allocation de ressources, nos préparatifs pour l'avenir, et notre conception du rôle de l'humanité dans le grand théâtre cosmique. Et voici une vérité dérangeante. Nous prenons ces décisions, nous forgeons ces opinions, nous affrontons ces interrogations avec des données partielles. L'ensemble complet des informations se trouve quelque part. Des images capables de dissiper les incertitudes. Des analyses spectroscopiques qui pourraient valider ou infirmer des théories. Des archives d'observation permettant de contempler Atlas avec netteté, sans le voile de publication sélective et de prudence institutionnelle. Mais nous n'y avons pas accès. On nous invite à faire confiance, à nous en remettre aux autorités, à admettre que ceux qui en savent plus que nous opèrent les bons choix quant à ce qu'il faut divulguer ou taire. Peut-être est-ce justifié. Peut-être les organismes qui étudient Atlas disposent-ils de motifs légitimes pour leur stratégie de communication. Peut-être leurs actions sont-elles à la fois scientifiquement rigoureuses et moralement acceptables. Pourtant, la configuration même de la situation, cette inégalité d'accès à l'information, cet écart entre le connu et le révélé, crée par elle-même un terreau fertile pour la méfiance et les conjectures. Quand on traite le public comme des enfants incapables d'affronter des réalités ardues, il ne faut pas s'étonner que ce public soupçonne une dissimulation de faits majeurs. Ainsi, nous restons englués dans l'incertitude. Un visiteur originaire d'une autre étoile exhibant des caractéristiques qui défient nos modèles, repéré par des instruments dont les données ne sont pas entièrement accessibles. Interprété par des institutions aux motivations entrelacées. Atlas demeure suspendu dans le firmament, au sens propre comme au figuré. Un point d'interrogation gravé dans la pierre, le métal ou une substance inconnue. Et nous sommes de trancher sur nos croyances à son sujet, sans disposer des éléments nécessaires pour un jugement éclairé. Cependant, Atlas n'est pas l'unique énigme qui agite l'espace en ce moment. Des trouvailles récentes, des nouvelles cosmiques tout fraîches pourraient offrir un éclairage, une comparaison ou des indices pour décrypter notre intrus interstellaire. Dans la suite, nous braquons les projecteurs sur les dernières actualités spatiales, sur des anomalies et des phénomènes qui pourraient être liés, fortuits ou d'une autre nature. Car il arrive que percer un mystère exige d'examiner tous les autres qui l'entourent. Parfois, le schéma global n'apparaît qu'en prenant suffisamment de recul pour embrasser l'ensemble du ciel. Partie 6. Un trou noir sans refuge. Figurez-vous l'objet le plus imposant imaginable. Une étoile à neutrons? Trop modeste. Le noyau d'une galaxie? Trop figé. À présent, visualisez une masse équivalente à celle de plusieurs soleils, resserrée dans un espace plus restreint qu'une métropole. Courbant l'espace-temps avec une telle violence que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper de sa prise gravitationnelle une fois la limite d'événement franchie. Vous visualisez un trou noir. Faites-le dériver maintenant. Libérez-le de toute galaxie, de tout système stellaire, de tout ancrage gravitationnel. Laissez-le errer dans le néant entre les astres. Un prédateur cosmique chassant dans les ténèbres. En 2025, les astronomes ont validé des observations d'un phénomène qu'ils qualifient de trou noir errant. Un trou noir de masse stellaire, non lié à un système gravitationnel évident, glissant à travers notre galaxie tel un vaisseau fantôme naviguant entre les escales. Cela n'est pas totalement inattendu en théorie. Les trous noirs naissent de l'effondrement d'étoiles massives, et les dynamiques galactiques qui régissent les mouvements stellaires peuvent parfois éjecter un trou noir de son amas natal, l'expédiant dans un périple solitaire à travers l'espace. Ce qui étonne, c'est sa détection. Les trous noirs sont notoirement invisibles, ne se manifestant que par leurs effets gravitationnels sur la matière environnante ou par le rayonnement issu de la matière qui y sombre. Un trou noir errant sans étoile compagne, sans disque d'accrétion, sans substance à dévorer et à faire briller est quasi indétectable par les méthodes habituelles.
La révélation provient du microlentillage gravitationnel, une méthode qui tire parti de la relativité générale d'Einstein. La relativité entre en jeu ici. Lorsqu'un objet massif se place entre nous et une étoile en arrière-plan, la gravité de cet objet dévie la lumière provenant de cette étoile, provoquant un éclat temporaire suivi d'une atténuation au fur et à mesure que l'alignement évolue. En analysant précisément ces fluctuations de luminosité, les astronomes parviennent à déduire la masse et la vitesse de l'objet interposé. Dans ce scénario, les indices du microlentillage indiquaient un corps compact sombre de plusieurs masses solaires traversant le plan galactique à des vitesses typiques d'un résidu stellaire plutôt que d'une étoile ordinaire. Cette découverte revêtait une grande importance, car elle corroborait les prévisions théoriques et nous offrait un aperçu observationnel d'une classe d'objets qui devrait pulluler sans être souvent repérés. Les simulations estiment à des centaines de millions le nombre de trous noirs de masse stellaire errant dans la Voie lactée, vestiges d'anciennes supernovas, la plupart totalement invisibles et indétectables sauf s'ils se placent précisément devant une source lumineuse de fond que nous observons. Nous habitons une galaxie peuplée de puits gravitationnels prédateurs que nous ne percevons pas. Des failles dans l'espace-temps qui engloutiraient tout ce qui a le malheur de franchir leurs horizons des événements. C'est là que l'affaire devient captivante en lien avec Atlas. Un trou noir solitaire pourrait-il avoir altéré la trajectoire de nos visiteurs interstellaires? Des échanges gravitationnels avec un tel corps expliqueraient-ils certaines des bizarreries orbitales que nous constatons? À première vue, l'hypothèse paraît convaincante. Les trous noirs sont des générateurs de gravité redoutables. Une rencontre, même lointaine, dévierait la course d'un objet, ce qui pourrait justifier le chemin qu'a suivi Atlas pour rejoindre notre système solaire depuis son quartier stellaire natal. Pourtant, les calculs ne collent pas tout à fait. Les interactions gravitationnelles sont parfaitement maîtrisées, régies par des équations vérifiées avec une précision extrême. Afin qu'un trou noir modifie substantiellement la trajectoire d'Atlas sans l'attirer ou le propulser à des vitesses supérieures, il faudrait une rencontre d'une précision improbable. Comme enfiler une aiguille dans 3 dimensions sur des distances comptées en années-lumière. C'est envisageable, bien sûr, puisque rien en physique ne l'interdit. Probable, en revanche, guère. L'univers regorge de mécanismes pour perturber les trajectoires sans recourir à des trous noirs vagabonds. Néanmoins, il y a une résonance symbolique intrigante entre ces deux phénomènes anormaux qui surgissent en même temps dans notre champ de conscience. Un trou noir sans foyer et une comète sans origine nette, tous deux naviguant dans l'espace, tous deux échappant aux classifications nettes que nous affectionnons. Ils nous rappellent tous les deux que la galaxie est bien plus vive, plus désordonnée, plus grouillante de dangers errants et d'énigmes que ne le laissent supposer les schémas ordonnés des manuels. Nous nous figurons l'espace comme un vide majoritaire parsemé d'îlots de matière et de lumière de ci de là. La vérité est plus troublante. L'espace déborde de choses invisibles à nos yeux. Des entités massives filant dans les ténèbres. Des reliques antiques de morts stellaires voguant entre les astres que nous discernons. La présence de trous noirs nomades soulève aussi des interrogations dérangeantes sur ce qui pourrait dériver là-dehors. Si des résidus stellaires peuvent être éjectés de leur système d'origine, et les vestiges planétaires? Et les objets qui n'ont jamais été liés gravitationnellement dès le départ? Et ceux qui ont été lancés sur des chemins intentionnels plutôt que par de simples perturbations aléatoires? Le recensement de l'espace interstellaire demeure quasi ignoré. Nous repérons uniquement ce qui émet ou renvoie de la lumière vers nous. Tout le reste, la matière noire au sens courant plutôt que cosmologique, demeure occulté jusqu'à ce qu'il passe suffisamment près de nos appareils pour être capté. Cela s'inscrit dans un fil conducteur plus large de notre enquête. Nous réalisons que l'espace n'est pas le milieu serein et prévisible que nous imaginions. La dynamique galactique fluide que nous postulions, avec tout en orbite régulière autour de centres gravitationnels, se complique de solitaires et d'errants, d'éléments qui refusent le scénario établi. Et si le scénario se trompe sur les trous noirs, sur leur quantité et leur essence flottant entre les étoiles, sur quoi d'autre pourrait-il déraper? Le moment est curieux, lui aussi. Nous voilà en 2025, suivant la trace d'un objet interstellaire singulier dans notre système solaire, et confirmant au même instant l'existence de trous noirs solitaires balayant notre galaxie. Ces avancées ne sont pas forcément liées. L'astronomie est un domaine effervescent. De nouvelles révélations affluent sans cesse. Mais cette coïncidence d'anomalies, ce regroupement d'observations étranges dans une étroite période temporelle incite les esprits en quête de motifs à se demander s'il n'y a pas un lien que nous manquons. La corrélation n'équivaut pas à la causalité, mais elle peut parfois être un indice vers des architectures plus profondes que nous n'avons pas encore saisies. Et les trous noirs ne sont pas les seules plaies cosmiques qui requièrent notre vigilance en ce moment. Tandis que nous pistons des objets traversant la galaxie, notre propre étoile a subi une lésion et cela influence tout ce que nous tentons d'examiner. Orientons maintenant notre regard vers le Soleil et vers une brèche qui pourrait bien entraver la netteté avec laquelle nous percevons la réalité. 7e partie, la gigantesque plaie du Soleil. Le Soleil n'est pas lisse.
Nous le concevons comme une sphère idéale de fusion et de luminosité, stable et prévisible. Le moteur cosmique qui anime notre système planétaire. Or, la vérité mise au jour par les télescopes solaires est bien plus turbulente. La surface solaire bouillonne de cellules de convection et d'enchevêtrement magnétique. Les taches solaires apparaissent et s'estompent. Les protubérances s'élancent sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Et de temps à autre, le Soleil s'entaille profondément. Les trous coronaires sont précisément ce que leur nom évoque. Ce sont des fissures dans l'atmosphère externe du Soleil où les lignes du champ magnétique ne se replient pas vers la surface, mais s'échappent au contraire vers l'extérieur, en direction de l'espace. Il ne s'agit pas de trous matériels, ni de vides dépourvus de substance, mais de zones où le plasma est plus froid et moins dense que la couronne environnante, ce qui les rend sombres sur les images en ultraviolet extrême. Plus crucial encore, ce sont des régions d'où le vent solaire s'échappe sans entrave, atteignant des vitesses allant jusqu'à 800 km par seconde, emportant avec lui des particules chargées et des champs magnétiques au cœur du système solaire. En octobre 2025, les observatoires solaires ont repéré un immense trou coronarien orienté vers la Terre, l'un des plus vastes des dernières années. Cette brèche s'étendait sur une portion substantielle du disque visible du Soleil, une tache obscure au milieu de la surface lumineuse et agitée, tel un ulcère cosmique réfractaire à la guérison. Les prévisionnistes ont annoncé que des flux intenses de vent solaire déferleraient sur la Terre en quelques jours, susceptibles de provoquer des tempêtes géomagnétiques, de perturber les missions satellitaires, de générer des aurores à des latitudes inhabituellement basses et d'instaurer un chaos électromagnétique accru dans l'espace proche de notre planète. Pour la majorité des gens, les trous coronaires captivent surtout parce qu'ils produisent des aurores somptueuses. Les particules chargées jaillissant du Soleil interagissent avec le champ magnétique et l'atmosphère terrestre, stimulant les atomes et molécules à émettre de la lumière et drapant le ciel de voiles verts, rouges et violets. C'est un spectacle éblouissant, l'une des plus grandioses exhibitions lumineuses de la nature, qui attire photographes et voyageurs vers les régions polaires dès qu'une activité solaire intense est annoncée. Cependant, pour les astronomes cherchant à scruter avec précision des objets ténus, ces tempêtes solaires tournent au cauchemar. L'afflux de particules chargées brouille les observations radio, générant un bruit qui submerge les signaux faibles. Les variations du champ magnétique impactent les opérations des vaisseaux spatiaux, risquant de dégrader la qualité des clichés pris par les télescopes en orbite. Même les télescopes optiques au sol subissent les effets d'une ionisation accrue dans la haute atmosphère terrestre, qui déforme la lumière traversant ses couches. Lorsque le Soleil est ainsi lacéré, quand les trous coronaires projettent du plasma en direction de la Terre, notre capacité à sonder l'espace avec clarté s'amenuise. Songeons à présent au moment précis. Atlas a franchi son périhélie, son point d'approche le plus proche du Soleil, le 30 octobre 2025. C'est à cet instant que les télescopes auraient dû accumuler les données les plus précises, alors que l'objet était le plus éclatant, le plus proche et le plus propice à l'examen. Et c'est exactement à ce moment qu'un vaste trou coronarien était tourné vers nous. Quand le vent solaire était à son paroxysme, quand l'environnement électromagnétique était le plus perturbé. Un hasard? Sans doute. L'activité solaire suit ses propres cycles, indépendants des astéroïdes ou comètes qui traversent le coin. Les trous coronaires se forment selon des dynamiques magnétiques que nous ne maîtrisons ni ne prévoyons entièrement. Cette superposition n'est qu'une malchance, un mauvais alignement entre les fenêtres d'observation et le comportement solaire. Ou bien, c'est ici qu'il faut veiller à ne pas tisser des récits trompeurs. Il est si tentant de déceler des motifs là où il n'y en a pas, d'interpréter les coïncidences comme des machinations, d'imaginer que l'univers ou une entité au sein de celui-ci orchestre délibérément les événements pour entraver nos regards. C'est quasiment certainement faux. Mais l'impact persiste, quelle qu'en soit l'origine. Durant cette phase critique où Atlas se prêtait idéalement à une analyse approfondie, nos appareils fonctionnaient dans un cadre dégradé, luttant contre le tumulte solaire pour saisir des informations. Tout signal marginal, toute anomalie subtile, tout détail fin qui aurait pu éclaircir la nature de l'objet, ces relevés étaient plus ardus à obtenir, plus faciles à négliger, plus enclins à se noyer dans le désordre. La métaphore s'impose d'elle-même. Une brèche dans le Soleil, une lésion sur notre étoile érigeant un écran de fumée pile au moment où nous requérions de la limpidité. Cela évoque un scénario de film d'espionnage, une intrigue ourdie pour amplifier l'incertitude. Et peut-être n'est-ce que cela, un hasard qui paraît chargé de sens parce que les humains sont des experts en reconnaissance de motifs, voyant une intention dans le pur aléa. Mais il est aussi exact que, si l'on désirait observer quelque chose sans être soi-même scruté avec netteté, si l'on voulait traverser un système stellaire en conservant son ambiguïté, on choisirait d'arriver durant une phase d'activité solaire intense. Cette incertitude pourrait même s'avérer avantageuse sur le plan stratégique. Vous profiteriez de la dégradation des observations, du bruit qui masquerait vos signaux, de la moindre netteté des appareils qui vous surveillent. Voilà le piège de l'incertitude. Une fois plongé dedans,
chaque donnée peut se prêter à plusieurs interprétations. Le trou coronal n'est qu'un phénomène météorologique, des dynamiques solaires qui suivent leur propre rythme. Ou bien ce trou coronal sert de camouflage, un motif d'interférence qui profite à un objet cherchant à rester flou. Les deux hypothèses collent aux faits. Aucune ne peut être prouvée ou infirmée de manière irréfutable avec les éléments en notre possession. Nous voilà de nouveau dans cette zone liminale, entre certitude et conjecture. Et l'étrangeté cosmique ne s'arrête pas aux brèches dans le Soleil. Tandis que nous observons des objets dérivés et notre étoile déverser du plasma dans l'espace, les cosmologistes remettent en question le destin ultime de l'univers. Va-t-il s'étendre indéfiniment? Ou risque-t-il de s'effondrer? Explorons comment les visions du sort cosmique pourraient influencer notre lecture des anomalies actuelles. Partie 8. L'horloge du grand effondrement se met en marche. L'univers s'étend. Chaque galaxie visible s'éloigne des autres. L'espace lui-même s'allonge, tel le ballon qui se gonfle. Ce principe est une réalité observationnelle établie depuis les travaux d'Edwin Hubble dans les années 1920. Affiné au fil des décennies par des mesures toujours plus précises, cet étirement s'accélère, propulsé par ce que nous nommons énergie sombre, un élément mystérieux de l'univers qui opère comme une antigravité à l'échelle cosmique, écartant les espaces de plus en plus vite. Selon le modèle standard, cet agrandissement perdurera à l'infini, les galaxies fuyant jusqu'à disparaître au-delà de notre horizon cosmologique. Les étoiles s'éteignant une à une. L'univers se refroidissant, s'obscurcissant, se vidant, jusqu'à une mort thermique qui surviendra après des trillions et des trillions d'années. Tel était le consensus, un cauchemar rassurant en somme. Un sort si lointain et si impersonnel qu'il a peine à nous menacer. Nous disposons de temps, d'un temps inimaginable. Quoi qu'il advienne de l'humanité, de la Terre, de notre recoin spatial, l'univers lui-même subsistera pendant des ères. Sauf qu'en 2025, certaines publications cosmologiques ont commencé à contester cette idée établie. De nouvelles études sur le comportement de l'énergie sombre, des motifs subtils dans les données du fond diffus cosmologique, des modélisations affinées de l'évolution du taux d'expansion de l'univers, tout convergeait vers une option autrefois écartée comme improbable. Et si l'énergie sombre n'était pas stable? Et si elle faiblissait, modifiait sa nature ou approchait d'une transition de phase qui inverserait l'expansion en contraction? Et si le destin de l'univers n'était pas la mort thermique, mais le grand crunch, un effondrement gravitationnel ramenant tout à un point unique? Des galaxies percutant les unes les autres, l'espace se resserrant, la matière et l'énergie broyées en un singularity, l'exact inverse du Big Bang. Ces articles restaient prudents, truffés de réserves, soulignant que les preuves demeuraient loin d'être décisives. Les chances penchaient toujours pour une expansion éternelle. Mais la probabilité d'un effondrement, jugée quasi nulle auparavant, se voyait désormais créditée d'une petite chance non négligeable, peut-être 1%, peut-être 5%. Suffisamment pour que des cosmologistes chevronnés y attachent de l'importance, lancent des simulations, s'interrogent sur les indices observationnels qui valideraient ou infirmeraient l'hypothèse. Pourquoi cela compte-t-il pour notre enquête sur Atlas? Parce que les récits cosmologiques modèlent notre façon de décrypter les phénomènes locaux. Quand le sort ultime de l'univers paraît figé, quand nous sommes assurés du grand arc narratif cosmique, les anomalies s'insèrent dans ce cadre solide. Cette comète est bizarre. Mais l'univers est stable. Donc son bizarrerie doit s'expliquer par nos modèles existants. Mais lorsque le récit cosmique lui-même vacille, quand la fin se réécrit, tout à coup rien ne semble plus sûr. Si nous nous sommes trompés sur le destin de l'univers, sur quoi d'autre nous sommes-nous fourvoyés? Si le cadre même évolue, peut-être ces anomalies méritent-elles plus d'attention que nous ne leur en accordons. Il y a aussi un aspect psychologique. Les scénarios de fin du monde, les prophéties de clôture cosmique, s'intensifient souvent en phase d'anxiété culturelle ou de basculement paradigmatique. L'Europe médiévale s'obsédait sur les prédictions apocalyptiques durant les pestes et les troubles sociaux. La guerre froide engendrait d'innombrables visions d'hiver nucléaire et d'effondrement sociétal. Et aujourd'hui, à l'ère des perturbations climatiques, de l'instabilité politique et des mutations technologiques fulgurantes, un regain d'intérêt surgit pour les fins cosmiques, qu'elles soient proches ou lointaines. Le récit du grand crunch s'inscrit dans cette veine. C'est un bouton de reset cosmique, une conclusion qui est aussi un recommencement, un repli qui pourrait déboucher sur un nouveau Big Bang et un univers inédit. C'est gratifiant sur le plan psychologique, contrairement à la mort thermique. Celle-ci n'est que la victoire de l'entropie. Tout se délitant lentement en néant. Le crunch suggère un sens, un cycle, l'idée que les univers naissent, périssent et se régénèrent. Renaître dans un schéma éternel. C'est une mythologie enveloppée d'habits mathématiques. Et cela touche une corde sensible au plus profond de la psychologie humaine, ce désir de croire que l'existence possède une structure et un sens au-delà de la simple thermodynamique. Ainsi,
Lorsque des études émergent qui proposent que l'univers pourrait se contracter plutôt que s'étendre indéfiniment, elles ne se contentent pas de livrer des résultats techniques arides. Elles proposent une histoire neuve, une perspective alternative sur le destin cosmique. Et cette histoire nous incite à percevoir les événements actuels à travers un prisme spécifique. Si l'univers lui-même tend vers un effondrement, vers un rassemblement de tout ce qui s'est dispersé, peut-être que des visiteurs interstellaires comme Atlas ne sont pas de simples vagabonds errants, mais les éléments d'un motif plus vaste, d'une chorégraphie cosmique que nous ne saisissons pas encore. C'est du domaine de la spéculation, bien sûr. Le lien entre les modèles cosmologiques et les objets interstellaires reste fragile au mieux, mais les récits n'ont pas besoin d'être rigoureusement logiques pour exercer un pouvoir psychologique fort. Quand on adhère à l'idée que l'univers suit une trajectoire de transformation fondamentale, on commence à déceler des indices de cette mutation partout. Chaque anomalie se mue en annonciateur. Chaque énigme devient un indice. Le cadre se modifie. Et avec lui, l'interprétation de tout ce qui s'y inscrit. Et voilà la vérité dérangeante. Les scientifiques sont des humains. Ils ne sont pas à l'abri de l'influence des récits. Lorsque la culture globale se tourne vers les fins et les métamorphoses, lorsque les modèles cosmologiques vacillent, lorsque les certitudes anciennes sont remises en question, cette ambiance impacte la façon dont les chercheurs analysent leurs données, les hypothèses qu'ils jugent viables, les anomalies qu'ils estiment dignes d'étude plutôt que de rejet. La science n'est pas un processus objectif pur, isolé de la psychologie humaine. C'est une pratique humaine menée par des humains portés par des biais humains et des pulsions narratives humaines. Et ces impulsions influencent inévitablement le travail. Donc, les articles sur le grand effondrement, indépendamment de leur validité finale, transforment l'environnement interprétatif. Ils facilitent la réflexion sur des idées grandioses, l'exploration de possibilités à l'échelle cosmique, la curiosité quant à savoir si les anomalies observées relèvent de motifs plus larges. Ils ne démontrent rien concernant Atlas, mais ils altèrent l'atmosphère dans laquelle on interprète Atlas. Et parfois, l'atmosphère pèse autant que les preuves. Revenons toutefois à des préoccupations plus concrètes, loin du destin cosmique. Tandis que les astronomes dissertent sur le sort de l'univers, un phénomène plus terrax en grave-terre mais tout aussi perturbant se déroule dans notre espace orbital. Les satellites chutent de manière routinière, discrète, et leur averse de feu pourrait bien occulter quelque chose d'essentiel. Partie 9. La pluie silencieuse de feu de Starlink. Chaque jour, quelque part au-dessus de vos têtes, un satellite périt. Pas au figuré, mais bel et bien littéralement. Du métal, du silicium et des panneaux solaires qui s'échauffent à des milliers de degrés en percutant l'atmosphère terrestre, se consumant, se disloquant, retombant sous forme de débris microscopiques ou, parfois, de fragments plus imposants qui traversent jusqu'à la surface. Un astrophysicien du Smithsonian a récemment évalué qu'un à deux satellites Starlink s'embrasent ou réintègrent la Terre quotidiennement. Pas mensuellement, mais tous les jours. Cela représente des centaines d'objets par an issus d'une seule méga-constellation qui se volatilise en descendant. La cause en est une physique élémentaire. L'orbite basse n'est pas vide. Il subsiste une atmosphère résiduelle même à des altitudes de plusieurs centaines de kilomètres, suffisante pour générer une traînée minime sur les satellites. Avec le temps, cette traînée les ralentit, abaisse leur trajectoire, jusqu'à ce qu'ils pénètrent dans une couche atmosphérique plus dense et ne puissent plus conserver leur altitude. La déchéance orbitale est inéluctable. Tout satellite lancé finira par chuter, sauf s'il est continuellement propulsé pour stabiliser son orbite. Pour les petits satellites dépourvus de réserves de carburant importantes, la durée de vie opérationnelle pourrait se limiter à quelques années avant que la traînée atmosphérique ne les entraîne dans leur descente finale. Starlink, la méga-constellation de SpaceX conçue pour offrir une couverture Internet mondiale, regroupe des milliers de satellites en orbite basse. Le projet prévoit ultimement des dizaines de milliers d'entre eux, un réseau si dense que, depuis n'importe quel point de la Terre, plusieurs satellites sont visibles au-dessus de l'horizon. Cela impose un fonctionnement en orbite basse où la traînée atmosphérique est notable, ce qui signifie que les satellites doivent être remplacés périodiquement au fur et à mesure qu'ils se dégradent et s'incinèrent. D'où cette averse quotidienne de feu, un flux constant de matériel mourant qui se vaporise au-dessus de nous, en grande partie inaperçu car les incidents isolés sont trop modestes et trop fréquents pour attirer l'attention des médias. Mais voilà ce que cela implique pour l'environnement d'observation. Cela engendre du désordre. Des milliers de satellites réfléchissant la lumière solaire, perturbant les relevés des télescopes, produisant des traînées sur les images astronomiques qu'il faut effacer numériquement. Cela multiplie les faux positifs, ces objets qui surgissent brièvement dans les cartographies célestes mais s'avèrent être des satellites ou des débris plutôt que des astéroïdes ou des comètes. Cela complique encore plus la tâche ardue de suivre les petits objets à travers l'espace. Rendre la distinction encore plus ardue, car il faut séparer les vrais phénomènes célestes de l'amas croissant de matériel artificiel qui encombre l'espace proche de la Terre.
Pour les astronomes cherchant à examiner un objet tel qu'Atlas, cela pose un vrai défi lors de l'analyse d'éléments faibles, à la recherche de légères fluctuations de luminosité ou de trajectoire. Quand il s'agit de valider si une détection est authentique ou un artefact, la multitude d'objets humains dans le champ visuel embrouille tout. Chaque signal intrigant pourrait provenir d'un satellite. Chaque éclat inexpliqué pourrait résulter de débris reflétant la lumière du soleil sous un angle inhabituel. Le niveau de bruit s'élève, rendant plus complexe l'extraction de signaux réels du fond ambiant. Il existe aussi une hypothèse plus conjecturale à explorer. La multiplication des satellites pourrait-elle servir d'écran pour repérer ou dissimuler d'autres irrégularités? Si l'on désirait surveiller la Terre sans se faire repérer, si l'on voulait traverser l'espace cislunaire en gardant une marge de déni plausible, se fondre parmi les milliers d'objets artificiels existants serait une tactique judicieuse. Tout télescope vous détectant pourrait logiquement vous prendre pour un satellite supplémentaire, un débris orbital banal, un élément du désordre croissant que tout le monde a appris à ignorer. Ce camouflage n'est pas intentionnel de votre côté. Il est offert par l'infrastructure technologique humaine elle-même, par la myriade d'appareils que nous avons déployés autour de nous. Cela renvoie à un thème plus large sur le signal et le bruit, sur la façon dont une complexité accrue complique la vision nette. Plus nous mettons en orbite de satellites, plus l'astronomie se complique. Plus les déchets spatiaux s'accumulent, plus il devient ardu de différencier les observations capitales des futiles. Nous générons notre propre brouillard, nous nous entourons d'une brume technologique qui voile précisément l'univers que nous tentons d'observer. Et toute entité désirant rester occulte, ambiguë ou invisible tire profit de cette opacité. L'ironie est palpable. Nous déplaçons des satellites pour booster les échanges et les relevés, pour nous doter d'instruments supérieurs à l'exploration cosmique. Mais ce faisant, nous altérons le milieu où ces relevés se déroulent, rendant plus malaisée la détection d'objets pâles, le suivi d'anomalies, la certitude que ce que nous repérons est pertinent, ou simplement un morceau de ferraille en chute qui capte la lumière en s'embrasant. L'avancée forge ses propres barrières. Plus notre tech progresse, plus elle se perturbe mutuellement. Et il n'y a pas de remède simple. Les satellites répondent à des besoins essentiels pour les humains. Accès Internet, surveillance météo, réseau de communication. Tout repose sur cette flotte orbitale. Plaider pour une réduction du nombre signifie renoncer à des fonctions et services vitaux pour des millions d'individus. Ainsi, la flotte s'étendra, l'encombrement s'amplifiera, et le cadre d'observation continuera de se détériorer. C'est la voie que nous suivons. Et sans un virage politique majeur ou une innovation technique, c'est la voie que nous conserverons. Ce qui nous amène au point le plus énigmatique de l'affaire Atlas. Le mutisme, les interruptions dans les échanges. L'impression que des entités censées diffuser des infos se retiennent. Pourquoi les organismes restent-ils si discrets face à des phénomènes étranges? Quelle est la raison ou l'appréhension derrière ces révélations partielles? Examinons ce silence en soi et ce qu'il pourrait révéler. Partie 10. Le silence avant la divulgation. Le silence constitue une forme d'information quand on anticipe un message et qu'il n'arrive pas. Quand des institutions habituées à s'exprimer régulièrement se taisent soudain. Quand l'absence de déclaration devient plus saillante que leur existence, on capte un indice, même négatif. Le silence entourant Atlas, les intervalles entre détection et communiqué, le tri minutieux de chaque publication officielle, tout cela transmet un message, même si on ignore précisément lequel. Les agences spatiales fonctionnent sous des limitations que peu considèrent. Chaque image diffusée au public doit être examinée, étalonnée, authentifiée. Chaque affirmation sur des observations doit être exacte, justifiable, peu susceptible d'être infirmée par des données ultérieures. Ce n'est ni censure ni complot. C'est la prudence habituelle d'organismes conscients que leur fiabilité repose sur la justesse. Si la NASA proclame une trouvaille qui s'avère plus tard être une faute d'instrument ou une mauvaise interprétation, le tort à leur image peut être grave et durable. Du coup, ils vérifient, revérifient, attendent d'être assurés avant de s'exprimer en public. Cela génère un décalage temporel, un laps entre détection et annonce, souvent compté en semaines ou mois. Pour des observations courantes, cela importe peu. Et alors si le communiqué sur une galaxie lointaine sort 6 mois après que le télescope l'ait capturé? La galaxie ne bouge pas. Mais pour des événements sensibles au temps, pour des corps traversant à travers notre système solaire, ces objets se déplacent selon des calendriers comptés en jours ou en semaines, ce qui rend ces retards bien plus notables. Lorsque l'agence est enfin préparée à communiquer, l'événement est souvent déjà révolu, l'objet a poursuivi sa trajectoire, et le grand public se demande pourquoi il n'a pas été averti plus tôt. Ce schéma se répète dans de nombreux cas récents. La détection de nouvelles exoplanètes via les ondes gravitationnelles ou les méthodes de transit prend fréquemment des mois avant que la découverte ne soit rendue publique.
Les signaux intrigants captés par les télescopes radio subissent une vérification approfondie en interne avant que quiconque en dehors de l'équipe de recherche n'en soit informé. Les missions orbitales qui saisissent des clichés inhabituels les font passer par des chaînes de traitement et d'analyse pouvant durer 1 an ou plus avant une diffusion accessible à tous. C'est la procédure habituelle, valable pour Atlas comme pour n'importe quelle autre mission. Pourtant, quand l'observation pourrait être exceptionnelle, cette routine prend une autre tournure. Lorsque ce décalage touche des données capables de répondre à des interrogations essentielles sur notre position dans l'univers, et que l'écart entre la détection et le partage ouvre la porte à des rumeurs et à des interprétations alternatives, la prudence standard commence à ressembler à autre chose. Elle évoque une rétention intentionnelle, un contrôle des informations, une entité qui choisit ce que le public a le droit de savoir et quand. C'est là que les motivations institutionnelles posent problème. Les agences cherchent à maîtriser leur discours. Elles préfèrent diffuser les communiqués selon leur timing, avec leur formulation et leur perspective. Les fuites sont néfastes. Les publications hâtives le sont tout autant. Les suppositions antérieures à la confirmation aussi. Tout cela paraît logique du point de vue de l'agence, mais vu du public, cela évoque le secret. Cela suggère des choix opaques sur ce qui mérite d'être partagé avec le grand public. Et cette impression, qu'elle colle à la réalité ou non, érode la confiance. L'histoire regorge d'exemples où les agences sont tardées ou d'abord gardées sous silence des découvertes atypiques. Le célèbre visage sur Mars, immortalisé par la sonde Viking orbitée en 1976, fut d'abord mis en avant dans un communiqué soulignant son aspect artificiel, avant que des publications ultérieures n'expliquent l'impact de l'éclairage et de la résolution sur l'interprétation. Le signal WOW repéré en 1977 par les chercheurs SETI n'a fait l'objet d'une discussion publique détaillée que des années plus tard, malgré son statut d'une des observations radio les plus fascinantes jamais réalisées. L'assombrissement de l'étoile de Tabi, que certains ont attribué à une mégastructure extraterrestre, était connu des scientifiques bien avant sa révélation via les données publiées. Dans chaque situation, des justifications valables expliquaient le délai. Écarter les erreurs d'instrumentation, collecter davantage de données, éviter des affirmations indéfendables. Mais le résultat demeurait identique. Le public découvrait ces observations potentiellement cruciales longtemps après les faits, par des voies qui paraissaient davantage gérées comme de la communication corporate que comme une science ouverte et transparente. Chaque épisode renforçait l'idée que les institutions filtraient les savoirs, déterminant quelles interrogations étaient légitimes en public et lesquelles restaient confinées aux échanges privés entre experts qualifiés. Transposons ce modèle à Atlas. L'objet a été repéré en juillet. Nous voilà fin octobre. On a pu voir quelques images, principalement des points flous ou des traînées. On a lu des déclarations officielles qui insistent sur l'explication d'une comète ordinaire, minimisant les bizarreries, nous assurant que tout est banal et prévisible. On n'a pas eu accès à des photos en haute définition issues d'instruments qui auraient dû les fournir. On n'a pas consulté les données spectroscopiques brutes permettant à des chercheurs indépendants de valider les affirmations chimiques. On nous demande de croire que les organismes enquêtant sur Atlas nous révèlent l'essentiel, tout en sachant que leur passé indique qu'ils le font rarement de manière exhaustive. Cela génère ce qu'on pourrait nommer la période de mutisme, cet intervalle entre la détection et la révélation où s'opère la gestion du récit. Pendant cette phase, l'agence pilote l'histoire. Elle choisit ce qui est mis en lumière et ce qui est relégué dans des notes techniques. Elle oriente la présentation de la trouvaille et le vocabulaire qui influencera la perception collective. Et tout cela se déroule à huis clos, lors de réunions internes et de processus d'examen par les pairs, invisibles au public. Au moment où l'on reçoit la version officielle, le récit est déjà ficelé, l'analyse figée, les limites de la spéculation fixées. S'agit-il d'un complot? Pas au sens d'une dissimulation malveillante orchestrée, mais il s'agit bel et bien d'un contrôle des infos, d'une administration du discours, d'une autopréservation institutionnelle qui favorise l'éclosion des théories du complot. Car quand les gens sentent qu'on leur cache des pans de l'histoire, ils comblent les vides avec leur propre version, souvent plus spectaculaire et moins crédible que la vérité l'aurait été si on l'avait tout simplement partagée sans filtre. Atlas se trouve au cœur de tout cela. De multiples signaux étranges. Plusieurs anomalies cosmiques qui pourraient ou non être liées entre elles. Des trous noirs errants qui vagabondent dans la galaxie. Des brèches dans le Soleil qui perturbent les observations. Des modèles cosmologiques en pleine évolution. Des satellites qui pleuvent du ciel. Chacun de ces phénomènes pourrait n'être qu'un événement isolé, sans lien avec les autres. Ou bien il pourrait former les fragments d'un schéma plus vaste, que nous ne discernons pas encore car les informations sont éparpillées. La publication des données est reportée. Le récit est morcelé par la prudence des institutions et leurs tactiques de communication. Ce que nous savons, c'est qu'un objet provenant d'un autre système stellaire traverse le nôtre en ce moment, avec des caractéristiques qui remettent en question nos théories,
et que les organismes qui l'étudient se montrent discrets sur ce qu'ils révèlent et quand. Ce mutisme pourrait ne rien signifier, ou au contraire tout indiquer. Nous ne le saurons qu'une fois la fenêtre d'observation fermée, que les données seront enfin publiées, que nous pourrons nous-mêmes examiner ce qu'est réellement Atlas. D'ici là, nous restons avec des lacunes et des hypothèses, scrutant le ciel en nous demandant ce qui est observé mais pas divulgué. Et en parlant du ciel, tournons-nous vers le calendrier lui-même. Car pendant que toute cette bizarrerie se déploie, les événements célestes avancent selon des horaires dictés par la mécanique orbitale et le rythme cosmique. Ces manifestations, ces spectacles, pourraient servir de diversion ou d'occasion inespérée. Ils pourraient dissimuler ce que nous devons voir ou dévoiler ce qui est voilé. Quoi qu'il en soit, ils approchent. Notez-les sur votre agenda. Le spectacle va commencer. Partie 11. La lune froide se lève le 4 décembre. La lune porte de nombreux noms, hérités de cultures qui suivaient ses phases comme un calendrier et une horloge. La pleine lune froide se lèvera le 4 décembre 2025. Ce nom provient des colons américains qui s'inspiraient des traditions autochtones, liant cette pleine lune au début de l'hiver rigoureux, aux nuits glaciales et au sol gelé, à l'année qui s'achemine vers son point le plus sombre avant que le solstice n'annonce le retour progressif de la lumière. Il y a quelque chose de primitif dans les pleines lunes. Elles ont influencé le comportement humain depuis l'aube de l'humanité, signalant des moments pour chasser, semer, accomplir des rites ou festoyer. Les gens d'aujourd'hui aiment croire qu'ils ont dépassé ces effets, que les lumières électriques et les calendriers numériques nous ont libérés de la tyrannie lunaire. Pourtant, les urgences hospitalières enregistrent toujours une hausse d'activité lors des pleines lunes. Les services de police observent des variations dans les appels. Des études sur le sommeil révèlent des impacts mesurables sur les rythmes circadiens humains, même quand les sujets ne voient pas la lune. Nous demeurons des animaux, toujours soumis aux anciens cycles sous lesquels nos ancêtres ont évolué. Même si nous feignons le contraire, la lune froide sera visible partout dans le monde, si le temps le permet, se levant à l'est tandis que le soleil se couche à l'ouest, atteignant son zénith vers minuit, baignant le paysage d'une clarté inhabituelle, incolore, assez vive pour lire mais pas tout à fait pour distinguer les couleurs. C'est une lumière liminale, suspendue entre jour et nuit, rendant le monde familier insolite et l'insolite perceptible. D'un point de vue astronomique pur, cette pleine lune n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas une supermoon, pas particulièrement proche, grande ou éclatante. C'est simplement la Lune qui accomplit son orbite habituelle, renvoyant une autre facette de la lumière solaire vers la Terre. Mais sur les plans symboliques, culturels et psychologiques, elle compte. Les gens sortiront pour l'admirer. Les photographes la saisiront se levant au-dessus de paysages ruraux ou urbains. Les réseaux sociaux déborderont d'images lunaires. Chacune un peu différente. Chacune cherchant à saisir l'insaisissable sensation de se tenir sous cette lueur et de se sentir minuscule, liée et ancestrale à la fois. Voici maintenant une couche spéculative. Et si des anomalies comme Atlas étaient programmées, volontairement ou par hasard, pour traverser notre espace quand l'attention publique est détournée ailleurs? La pleine lune agit comme un projecteur naturel, un événement céleste qui attire des millions de regards vers le haut. Quand les gens contemplent la lune, ils ne regardent pas autre chose. Quand les télescopes sont braqués sur la lune ou gênés par son éclat qui noie les objets faibles, ils ne suivent pas les anomalies dans d'autres zones du ciel. La lune crée ainsi un angle mort, un instant d'attention collective qui pourrait camoufler d'autres occurrences simultanées. Cela ne vise pas à insinuer une conspiration cosmique où des visiteurs extraterrestres synchroniseraient leur venue avec les phases lunaires. Ce serait ridicule. Mais cela souligne que lorsque l'attention humaine se focalise dans une direction, des ouvertures se présentent dans les autres. Les magiciens maîtrisent ce principe. La diversion est au cœur de leur article. Faites regarder le public votre main droite, et il manquera ce que fait la gauche. Faites regarder le public la lune. Il ratera ce qui se déplace dans l'ombre plus profonde du ciel au-delà. La lune froide porte aussi un poids symbolique qui colore notre lecture des événements à son époque. Froid évoque la fin, le repos, la clôture d'un cycle. Décembre marque le repli des choses, l'arrêt de la croissance, le monde qui se tourne vers l'intérieur. Si des phénomènes étranges s'amassent autour de ce, le calendrier joue un rôle clé. Si des révélations ou des découvertes surviennent début décembre, elles seront perçues à travers ce prisme symbolique, comme des fins plutôt que des débuts, des clôtures plutôt que des inaugurations. Le cadre narratif varie selon le moment des divulgations, même si la coïncidence est fortuite. Et peut-être l'est-elle vraiment. Peut-être les phases lunaires et les voyageurs interstellaires n'ont-ils aucun lien entre eux. Peut-être la lune froide n'est-elle que la lune, et Atlas ne fait-il que traverser l'espace, toute connexion entre les deux n'étant qu'une reconnaissance de motifs dans le hasard. Mais les humains sont des créatures narratives. Nous ne pouvons nous empêcher de déceler des histoires dans les faits, des liens dans les hasards, du sens dans les instants choisis.
La Lune se lève, le visiteur file, et dans leur intersection, nous bâtissons un récit qui nous paraît cohérent, même s'il échappe à la logique de l'univers. L'essentiel, c'est de repérer ce qui attire votre regard. Quand la Lune froide apparaît, quand vos yeux se tournent vers le ciel, interrogez-vous sur ce qui se passe d'autre, quels autres astres voyagent dans l'espace, quelles informations sont publiées ou retenues, quelles déclarations sont lancées ou reportées. La Lune est splendide, il vaut la peine de l'observer, de la capturer en photo et de la fêter. Mais que sa magnificence ne vous voile pas le reste de ce que recèle le firmament. Parfois, le spectacle n'est que spectacle, et parfois, il masque ce que vous auriez autrement perçu. À propos de spectacle, la Lune froide n'est que le prélude. Une supermoon approche, plus imposante et plus éclatante, promise à envahir les gros titres et les réseaux sociaux. Explorons comment le plus grand show lunaire de 2025 pourrait influencer ce que nous discernons et ce qui nous échappera. Partie 12. La supermoon de 2025. Début novembre. Une supermoon évoque le drame, comme tiré des bandes dessinées ou des films catastrophes. La vérité est plus nuancée, mais tout de même remarquable. Une supermoon se produit quand la pleine lune coïncide avec le périgée, le point de l'orbite elliptique lunaire où elle frôle le plus la Terre. L'orbite de la Lune n'est pas circulaire. C'est une ellipse, ce qui implique que par moment, la Lune se trouve environ 50 000 km plus éloignée de la Terre qu'à d'autres. Au périgée lors de la pleine Lune, elle paraît environ 14% plus grande et 30% plus lumineuse qu'à l'apogée, le point le plus distant. C'est suffisant pour être perceptible à l'œil nu si on y prête attention, particulièrement quand la supermoon surgit près de l'horizon, où les effets atmosphériques amplifient sa taille par une illusion optique. La plus grande supermoon de 2025 a lieu début novembre, le 3e ou le 4e, selon la façon de calculer le périgée précis par rapport au pic de pleine lumière. Pour les observateurs amateurs, la nuance importe peu. Ce qui compte, c'est que pendant plusieurs nuits, la Lune régnera sur le ciel nocturne, assez vive pour projeter des ombres nettes, assez fascinante pour figer les passants, assez captivante pour transformer un événement astronomique en moment culturel. C'est là que ça devient intriguant de notre point de vue. Les supermoons suscitent un engouement public massif. C'est de l'astronomie accessible, ne demandant que des yeux et de la curiosité, sans équipement. Les médias en parlent. Les météorologues les évoquent. Les réseaux sociaux débordent de clichés de supermoon pris sous tous les angles et lieux possibles. Pendant quelques nuits, des millions de personnes qui ne songent habituellement jamais aux mécanismes célestes se muent en contemplateurs lunaires improvisés, sortent pour lever la tête, partagent leur vue et s'immergent dans une expérience astronomique collective. C'est formidable. Tout ce qui éveille l'intérêt pour l'espace, incite à scruter le ciel et à s'émerveiller, relie au mystère cosmique au-delà des soucis quotidiens. C'est un gain net pour l'humanité, mais aussi une diversion attentionnelle considérable. Quand tout le monde fixe la Lune, quand les télescopes luttent contre son éclat, quand les discussions collectives tournent autour d'images lunaires, d'autres phénomènes peuvent filer inaperçus. L'approche la plus proche d'Atlas à la Terre se déroule fin octobre, juste avant la supermoon de novembre. Ce timing implique que tandis qu'Atlas traverse la portion la plus visible de sa trajectoire, l'attention publique va être accaparée par un événement lunaire spectaculaire. Les astronomes professionnels suivront bien sûr Atlas. Ils ne se laissent pas distraire par des lunes jolies, mais l'intérêt général, la couverture médiatique, le débat plus large sur l'actualité spatiale, tout cela bascule vers l'événement plus approchable et visuellement percutant. Atlas passe au second plan, s'il est du tout évoqué, éclipsé par l'attrait grand public de la supermoon. Il y a un schéma historique à souligner ici. Les grandes annonces sont parfois lancées quand l'attention collective est ailleurs. Les gouvernements révèlent des mesures impopulaires un vendredi après-midi avant un week-end férié. Les entreprises publient de mauvaises nouvelles financières après la clôture des marchés. Ce n'est pas forcément un complot. C'est simplement une communication stratégique, optant pour un moment qui atténue les réactions négatives ou permet au message d'être digéré. Sans un examen immédiat et intense. Le même principe pourrait-il s'appliquer aux anomalies spatiales? Les révélations ou les silences au sujet des grands événements célestes pourraient-ils être une tactique délibérée pour contrôler les réactions du public? Peut-être. Ou peut-être que ces coïncidences temporelles sont simplement fortuites. Le fruit des mécaniques orbitales et des fenêtres d'observation, sans lien aucun avec une quelconque stratégie de communication. Pourtant, l'impact persiste. Lorsque la superlune accapare les discussions culturelles sur l'espace, des phénomènes comme Atlas passent inaperçus en arrière-plan. Des interrogations qui retentiraient fort dans un contexte médiatique plus calme se murmurent à peine ou s'effacent tout bonnement, noyées dans l'euphorie de la superlune. Et voilà la dimension psychologique qui entre en jeu. Les superlunes ont quelque chose de réconfortant, bizarrement. Elles sont prévisibles, attendues, intégrées au rythme habituel des mouvements célestes.
Elle nous rappelle que certains aspects de l'univers restent stables, que les dynamiques orbitales obéissent à des lois compréhensibles, que nous pouvons anticiper et nous préparer à ces occurrences avec une précision absolue. À une époque marquée par l'incertitude cosmique, où les visiteurs interstellaires, les trous noirs vagabonds et les scénarios apocalyptiques cosmologiques foisonnent dans les débats scientifiques, la superlune apporte un baume. Regardez, semble-t-elle dire, l'univers fonctionne encore comme on vous l'a enseigné à l'école. La Lune tourne toujours autour de la Terre. Le périgée et l'apogée se produisent à l'heure prévue. Tout n'est pas si étrange. Ce réconfort, ce retour aux choses familières pourrait bien être précisément ce dont les gens ont besoin sur le plan mental, ou au contraire ce qui les empêche d'affronter les évolutions vraiment bizarres. Quand on vous tend du réconfort, quand un spectacle offre un point d'attention facile, il est tentant de l'accepter et d'occulter les questions plus ardues et dérangeantes qui guettent juste au bord de la lumière. La superlune est magnifique, mais la beauté peut être un piège. Un élément qui vous fixe dans une direction, tandis que d'autres restent inexplorés. Alors, quand la superlune se lèvera en novembre, quand le ciel sera envahi par ce disque gonflé et éblouissant, n'oubliez pas de scruter aux alentours. Vérifiez ce qui d'autres se montrent. Interrogez-vous sur les données publiées ou retenues. Observez si les annonces tombent pendant la période de la superlune ou sont astucieusement reportées jusqu'après le grand show. La lune mérite votre regard, mais elle ne devrait pas l'engloutir tout entier. Le ciel est plus vaste que l'objet le plus éclatant qu'il abrite. Et parfois, les éléments les plus cruciaux se déroulent dans les zones sombres que nous préférons éviter. À propos de choses filant dans l'obscurité, la superlune n'est pas le seul spectacle céleste prévu pour les mois à venir. Des pluies de météores approchent. Des événements annuels qui embrasent le ciel de traînées lumineuses et ont leur propre manière de capter l'intérêt, peut-être en masquant ce que nous devrions vraiment repérer. Passons aux taurides australes et à ce qui se passe quand le firmament se remplit de zébrures de lumière. Partie 13. Feu dans le ciel. Les taurides australes. Chaque année, début novembre, l'orbite terrestre nous fait traverser un courant de débris abandonnés par la comète Anki. Une comète à courte période qui balaie le système solaire interne tous les 3,3 ans. Ces débris constituent un fleuve de particules étalé le long de la trajectoire orbitale de la comète. Et lorsque la Terre croise ce fleuve, les particules percutent notre atmosphère à des vitesses avoisinant les 30 km par seconde. La friction les chauffe jusqu'à l'incandescence. Elles s'évaporent en traînées éblouissantes. On appelle cela une pluie de météores. Plus précisément les taurides australes, du nom de la constellation du Taureau d'où semblent irradier les météores. Les taurides australes ne sont pas la pluie de météores la plus impressionnante. Les taux de pointe atteignent généralement seulement 5 à 10 météores par heure, ce qui est modeste par rapport à des averses comme les Perséides ou les Géminides, capables d'en produire des dizaines voire des centaines par heure à leur apogée. Mais les taurides jouissent d'une réputation auprès des passionnés de météores pour générer des bolides, ces météores exceptionnellement lumineux qui peuvent surpasser brièvement les étoiles les plus vives et qui laissent parfois des traînées persistantes de gaz ionisés luminescents, visibles plusieurs secondes après la disparition du météore lui-même. L'activité de la pluie s'étend de fin septembre à fin novembre, avec un pic habituel début novembre, qui chevauche justement la fenêtre de la superlune dont nous parlions. Ainsi, pendant cette même période où la Lune brille d'un éclat inhabituel et où les regards se tournent vers le ciel, l'espace aérien est aussi balayé par des météores réguliers. Ces feux d'artifice naturels qui amplifient le spectacle et renforcent l'impression qu'il se passe beaucoup de choses au-dessus de nos têtes. D'un côté, c'est une pure coïncidence. L'orbite terrestre est immuable. Le courant de débris de la comète Anki est là où il est. Le périgée lunaire survient quand il survient. Ce sont des phénomènes distincts dictés par la gravitation, indifférente à l'observation ou à l'interprétation humaine. Le chevauchement temporel n'est que l'univers en pleine effervescence sur plusieurs fronts à la fois. D'un autre angle, ce chevauchement génère du bruit. Quand on cherche à suivre des objets précis dans l'espace, à détecter des anomalies ou des trajectoires inhabituelles, un ciel rempli de la présence de nombreux météores rend la tâche plus ardue. Chaque traînée lumineuse doit être examinée avec soin. S'agit-il d'un météore tauride, d'un satellite, de débris spatiaux ou d'autres choses? Plus les phénomènes naturels se multiplient, plus il devient difficile de séparer le signal du bruit, l'anomalie réelle de l'événement prévisible. Et voici une interrogation hypothétique qui mérite réflexion. Des fragments d'objets interstellaires pourraient-ils être pris pour des météores? La comète Atlas émet des gaz, libérant de la matière au fur et à mesure qu'elle traverse le système solaire. Cette matière forme une queue, un nuage de particules qui suit la trajectoire de la comète. Si la Terre franchissait par hasard ce flux de particules, si des morceaux de matière interstellaire pénétraient dans notre atmosphère, saurions-nous les distinguer des averses annuelles de météores habituels? Ou les considérerions-nous simplement comme un élément des taurides, comme davantage de débris issus de la comète Enki, sans approfondir l'enquête? La chimie permettrait de trancher.
La spectroscopie des météores peut révéler la composition, et la matière provenant d'un objet interstellaire afficherait des signatures chimiques différentes de celles des comètes du système solaire. Mais cela suppose que quelqu'un enregistre le spectre d'un météore précis, que l'observation se produise durant les quelques secondes de visibilité du bolide, que l'on repère un détail assez atypique pour justifier une analyse poussée. Pour la quasi-totalité des météores, on aperçoit une trace, on la photographie peut-être, et on passe à autre chose. La spectroscopie détaillée n'intervient que pour les cas les plus captivants ou les mieux documentés. Cela génère un effet de camouflage. Une activité météoritique intense offre un voile, un fond d'événements attendus qui pourrait dissimuler des occurrences imprévues. Si l'on souhaitait observer la Terre sans se faire repérer, si l'on larguait de la matière susceptible d'entrer dans l'atmosphère terrestre, synchroniser ce processus avec une importante averse de météores serait une stratégie avisée. Vos débris se fondraient dans les débris attendus. Vos signaux se perdraient parmi les signaux familiers, et les observateurs humains, percevant ce qu'ils anticipent, classeraient tout comme partie du phénomène connu sans creuser plus loin. Bien sûr, il s'agit d'hypothèses. Rien n'indique que des fragments d'Atlas pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Aucune preuve ne suggère qu'un élément inhabituel se cache parmi les torides. Pourtant, la possibilité structurelle persiste, cette brèche théorique où une confusion pourrait survenir. Et cette brèche mérite d'être soulignée, car elle influence la certitude avec laquelle nous affirmons comprendre ce que nous observons. Il y a aussi le fait prosaïque que les averses de météores attirent les regards vers le ciel. Comme la superlune ou tout spectacle céleste, elles concentrent l'attention dans des directions précises à des moments donnés. Quand les gens sortent pour guetter les boules de feu torrides, ils se connectent au firmament d'une manière inhabituelle. Ils repèrent des choses, les indiquent du doigt, les immortalisent en photo, mais leur focus reste rivé sur les météores, sur le spectacle escompté. D'autres objets traversant le ciel pourraient être visibles sans être remarqués, relégués au second plan face à la performance principale. Les torides portent aussi une aura mythique dans les milieux astronomiques. Certains spécialistes ont proposé que le complexe torride, ce large courant de débris lié à la comète Encke, abrite des fragments plus imposants, des roches de la taille d'1 kilomètre représentant des risques d'impact pour la Terre. Ces assertions restent débattues et peu consensuelles, mais elles instillent une note de péril sous la surface d'un événement annuel magnifique. En observant les météores torides, on contemple de minuscules particules inoffensives. Pourtant, au fond de l'esprit, pourrait surgir l'interrogation. Y a-t-il quelque chose de plus grand tapis dans le même courant de débris, peut-être en route vers une collision? Atlas ne fait pas partie du complexe torride. Son origine est purement interstellaire, sans lien avec la comète Encke. Mais l'association psychologique, le rapport entre les objets célestes et les menaces potentielles, forge un cadre où les anomalies sont vues à travers le prisme du danger. Les torides nous rappellent que l'espace recèle des périls. Atlas, arrivant des confins interstellaires avec ses caractéristiques singulières, s'inscrit dans cette catégorie de risques, même s'il ne présente aucun danger de collision. Les récits se mêlent, non par lien factuel, mais parce qu'ils déclenchent des réactions psychologiques semblables. Ainsi, lorsque les torides du Sud culminent début novembre, quand le ciel s'emplit de traînées et de boules de feu, soyez attentifs non seulement aux météores, mais à tout ce qui pourrait se déplacer. Surveillez si des objets inhabituels sont signalés et écartés. Interrogez-vous sur ce camouflage de motifs. Est-il anodin ou opportun? Les torides valent le coup d'œil. C'est un véritable prodige naturel, un rappel que nous habitons un système dynamique où la matière est en perpétuel mouvement. Mais ne laissez pas le spectacle attendu vous occulter des représentations imprévues se déroulant ailleurs dans le ciel. Et les torides ne sont qu'un prélude. D'autres averses de météores approchent. Une succession d'embrasements célestes qui illumineront le firmament tout au long de novembre, en décembre. Examinons comment cela se profile. L'agglutination de ces spectacles célestes pourrait bien influencer ce que nous percevons et ce qui demeure occulté dans les intervalles entre les traînées fugaces. Partie 14. Les Léonides, les Géminides et les Ursidés, une succession éblouissante d'essaims. Le firmament de la fin 2025 s'anime intensément, non seulement grâce à Atlas, aux superlunes et aux trous coronaires, mais aussi par un calendrier régulier d'essaims météoritiques. 3 grands spectacles se succèdent en un rythme serré, comme une chorégraphie cosmique orchestrée par l'univers en personne. Les Léonides surgissent les 17 et 18 novembre. Résidus de la comète Temple-Tuttle, ils génèrent des météores semblant jaillir de la constellation du Lion. Les Léonides sont renommés pour leurs tempêtes sporadiques de météores. Des épisodes où des milliers de bolides par heure illuminent le ciel, bien que ces tempêtes ne se produisent que lors d'années précises, quand la Terre traverse des zones particulièrement denses du courant de débris. 2025 n'est pas une année de tempête. Les Léonides resteront discrètes, avec peut-être 10 à 15 météores par heure au maximum,
observables aux heures précédant l'aube, lorsque le lion culmine dans le ciel. Puis arrivent les Géminides les 13 et 14 décembre. Elles sont généralement vues comme l'essème le plus constant et le plus saisissant de l'année. Les Géminides se distinguent par leur origine. Non une comète, mais un astéroïde, 3200 phaétons, une masse rocheuse qui pourrait être un ancien noyau cométaire épuisé de ses composés volatiles. Les Géminides peuvent générer jusqu'à 120 météores par heure en pleine activité. Des traînées vives des polychromes visibles de n'importe quel point de la Terre, si le temps le permet. C'est un spectacle d'une fiabilité impressionnante, du genre à faire les gros titres et à sortir les gens malgré le froid de décembre. Enfin, les Ursidés les 21 et 22 décembre, émanant de la constellation de la Petite Ourse, issus des débris de la comète Tuttle. Les Ursidés sont habituellement clairsemés, avec environ 5 à 10 météores par heure, et elles pâtissent d'un timing malencontreux, culminant vers le solstice d'hiver quand les nuits sont les plus longues dans l'hémisphère nord, mais le temps souvent défavorable. Elles forment l'acte final discret du calendrier météoritique annuel. Moins spectaculaires que les Géminides, elles n'en demeurent pas moins un rendez-vous fidèle du ciel de décembre. 3 essaims majeurs étalés sur 5 semaines, coïncidant avec le passage d'Atlas dans le système solaire interne, avec la superlune, avec l'activité solaire accrue due à ce trou coronaire. Si l'on concevait une période de pic d'animation céleste, d'effervescence atmosphérique, de motifs multiples pour que regards humains et télescopes se tournent vers le haut, on ne pourrait guère mieux l'organiser. L'univers offre un automne et un début d'hiver prodigieux, une saison d'exposition cosmique qui captivera astronomes professionnels et amateurs pendant des mois. Et c'est là que le schéma soulève des interrogations. Quand les essaims météoritiques s'entassent, quand le ciel est ponctué de phénomènes attendus, l'environnement d'observation se complique. Chaque objet inconnu doit se démarquer du bruit de fond familier. Chaque observation insolite rivalise pour l'attention avec des événements éblouissants mais expliqués. Les météores sont magnifiques, méritent d'être admirés, riches d'intérêts scientifiques par eux-mêmes. Mais ils constituent aussi une interférence pour la traque d'autres entités, un niveau de base d'activité que les signaux inhabituels doivent dépasser pour être repérés. Des fragments interstellaires, des nuages de poussière suivant la trajectoire d'Atlas, des particules éjectées lors de son transit dans notre système solaire, pourraient-ils tomber en synchronie avec ces essaims habituels? Du matériau d'un autre système stellaire pourrait-il plonger dans l'atmosphère terrestre en ce moment, s'incendiant aux côtés des météores Léonides ou Géminides, mal identifiés ou tout bonnement ignorés parce que nous anticipons ces pluies et voyons ce à quoi nous nous attendons. La composition chimique trahirait la réalité si nous scrutions avec assez de précision. Mais nous ne prélevons pas de spectre détaillé pour chaque météore. Nous n'examinons pas chaque filament lumineux. La plupart des météores sont simplement vus à l'œil nu, peut-être photographiés, et s'arrêtent là. Seule une infime partie reçoit l'analyse scientifique approfondie qui dévoilerait une constitution atypique. Ainsi, si du matériel interstellaire se mêle à celui du système solaire, si des particules étranges se camouflent parmi les ordinaires, les chances de détection restent minces, sauf si quelque chose se distingue nettement, de manière extravagante, impossible à assimiler au standard. Il y a aussi un facteur humain. Quand les événements célestes s'inscrivent dans l'agenda, quand ils sont prévus, escomptés et banalisés, ils intègrent le décor quotidien. Les Géminides reviennent chaque décembre. Les Léonides chaque novembre. Ce sont des certitudes, des rituels aussi fiables que les saisons. Pas des énigmes. Pas des anomalies. Mais l'ossature cosmique. Le rythme périodique du voyage terrestre autour du Soleil, nous emportant à travers les traînées de débris laissées par comètes et astéroïdes divers. Cette normalisation est précieuse. Elle nous permet de prévoir et d'anticiper les phénomènes. De planifier observation et diffusion publique. De transformer l'imprévisible chaos cosmique en motif intelligible. Mais elle aussi. Cela génère des angles morts. Quand un phénomène devient habituel, on cesse de l'interroger. On arrête de l'observer avec un regard neuf. On le range dans une case, on le classe et on passe à autre chose. Et si une anomalie véritable se dissimule au sein de ce schéma routinier, on risque de la rater complètement, parce qu'on s'est conditionné à ne pas scruter de trop près les occurrences qu'on croit maîtriser. L'accumulation de ces pluies d'étoiles filantes autour du trajet d'Atlas pourrait n'être qu'une coïncidence pure. Les lois de la mécanique orbitale se moquent bien de nos récits. La trajectoire de la Terre à travers divers courants de débris est dictée par des principes gravitationnels qui fonctionnent sans tenir compte des objets interstellaires qui traversent le système en même temps. Rien n'indique que ce calendrier soit orchestré ou chargé de sens. Pourtant, le moment choisi impose un cadre. Quand des gros titres éclatent en pleine période de diversion, ils attirent moins les projecteurs. Quand des avancées majeures surviennent alors que l'opinion publique est accaparée ailleurs, elles passent inaperçues ou minimisées. Le même mécanisme pourrait s'appliquer à l'échelle cosmique. Quand le ciel regorge de spectacles attendus, quand les pluies de météores,
les superlunes et autres occurrences régulières monopolisent l'intérêt, des irrégularités peuvent filer sans examen approfondi, contrairement à ce qu'elles recevraient en temps plus calme. Cela ne suppose pas forcément une intention machiavélique. Pas besoin de complot ou de synchronisation. C'est simplement l'effet inévitable d'une attention limitée, d'heures nocturnes comptées, de télescopes en nombre fini braqués sur le firmament, de capacités d'analyse de données restreintes. Quand il y a surabondance d'événements, tout ne bénéficie pas du même niveau de vigilance. Des priorités s'établissent, des ressources s'orientent, et certains éléments, peut-être cruciaux, se retrouvent relégués au second plan, juste parce qu'ils rivalisent avec des faits plus urgents ou plus tapax engravent l'œil. Ainsi, tandis que les Léonides filent, que les Géminides flambent et que les Ursidés achèvent l'année, gardez en tête que vous assistez à un spectacle filtré, non pas monté de main d'homme, mais façonné par les contraintes de notre perception et de nos outils d'observation. Ce que vous percevez est ce qui brille le plus, ce qui saute aux yeux, ce qui cadre avec nos attentes. Ce qui échappe à votre vue pourrait s'avérer plus essentiel, tapi dans les zones obscures entre les traînées, se faufilant dans le ciel pendant que vos regards suivent les sillages. Ce qui nous amène à la question ultime que nous effleurons depuis le début de cette enquête. Tous ces phénomènes célestes, ces lunes, ces météores, ces trous et ces bizarreries, ne sont-ils que questions de chronologie, de hasard, de cosmos multitâche en simultané? Ou bien y a-t-il une dynamique plus vaste en œuvre? Un motif que nous ne discernons pas, trop immergé pour en saisir la netteté. Reculons un instant pour scruter le calendrier en lui-même et nous demander si nous traversons un compte à rebours vers un événement encore non identifié. Partie 15. Calendrier ou décompte. Examinons ce que nous avons réuni. Un objet interstellaire aux caractéristiques inhabituelles traversant notre système solaire. Un trou noir errant voguant dans notre galaxie. Un vaste trou coronal perturbant les mesures solaires. Des articles cosmologiques évoquant un possible effondrement de l'univers plutôt qu'une expansion infinie. Des satellites qui chutent quotidiennement, générant du bruit dans les observations. Une superlune captant l'attention collective. 3 pluies de météores majeurs concentrées sur 5 semaines. La lune froide qui s'élève, porteuse de toute sa symbolique de fin et de clôture. Pris isolément, chacun de ces éléments s'explique, relève du naturel, de l'attendu, ou du moins du prévisible. L'univers est immense et effervescent, et des étrangetés surgissent souvent. Tomber sur plusieurs curiosités en même temps ne devrait pas nous étonner. L'espace d'échantillonnage est colossal. Le réservoir d'événements cosmiques potentiellement fascinants est infini. Des chevauchements sont inévitables. Mais il y a dans cette convergence un je ne sais quoi qui titille les esprits chasseurs de schémas. Ce ne sont pas des incidents isolés épars dans le temps. Ils se regroupent, se densifient dans une fenêtre étroite, de fin octobre à décembre 2025. Et tous, à leur manière, influencent soit notre capacité à observer avec clarté, soit notre focalisation en tant qu'observateur. Le trou coronal altère les appareils. La superlune accapare les esprits. Les pluies de météores produisent un fond sonore. Les satellites encombrent le champ. Atlas se glisse au milieu, énigmatique et atypique. Vu, mais pas net. Interrogé, mais sans réponse. Voici donc 3 grilles de lecture. 3 perspectives pour décrypter ce que nous vivons. D'abord, le pur hasard. L'univers se fiche de nos observations ou de nos lectures. Ces faits sont des phénomènes autonomes qui se superposent par simple effet du hasard, car les distributions aléatoires génèrent parfois des amas. Les coïncidences existent. Y déceler un ordre n'est qu'une apophénie, cette propension humaine à forger des liens signifiants dans un bruit insignifiant. C'est l'explication la plus prudente. Celle qui n'exige ni justification ad hoc ni idée farfelue. Elle est sans doute la bonne. Deuxième cadre, le camouflage narratif. Pas de complot, pas d'harmonisation, mais une configuration structurelle où les vraies singularités profitent de survenir en phase d'activité intense bruit et perturbation. Si Atlas représente une anomalie hors du commun, capable d'attirer une attention soutenue en période de calme, son apparition au cœur d'une saison foisonnante de phénomènes offre un camouflage naturel. Non pas parce que quelqu'un l'aurait orchestré ainsi, mais parce que l'environnement d'observation surchargé complique la concentration, la vérification, et facilite le rejet ou le report à une analyse future. Dans cette optique, le moment choisi n'a pas besoin d'être intentionnel pour avoir un impact. L'effet se manifeste indépendamment de toute volonté. Troisième perspective, une danse cosmique. C'est la plus hypothétique, la plus ardue à justifier, mais il vaut la peine de l'exposer. Et si ces occurrences étaient liées à un niveau qui nous échappe? Et si Atlas s'inscrivait dans un ensemble plus vaste, un phénomène ou un mécanisme influençant divers éléments de l'environnement cosmique en même temps? Nous avons supposé jusqu'ici des variables autonomes, des incidents distincts se déroulant de manière concomitante.
mais s'ils étaient interconnectés d'une façon ou d'une autre. Si les trous noirs errants, les visiteurs interstellaires, l'activité solaire et même les dispersions de traînées météoritiques étaient reliés par des processus encore inconnus, dans cette vision, nous ne percevons pas un hasard. Nous discernons un schéma dont la logique demeure occultée par notre absence de cadre théorique adéquat. Chaque perspective présente des atouts et des faiblesses. Celle du hasard est économe, mais risque de balayer d'éventuelles irrégularités authentiques. Celle du camouflage tient compte des influences structurelles sans invoquer une intention, mais pourrait surinterpréter le chaos ambiant. Celle de la danse cosmique stimule l'intellect, mais exige des preuves inexistantes et probablement inaccessibles. Opter pour l'une d'elles implique non seulement d'évaluer les données, mais aussi des engagements philosophiques sur le fonctionnement de l'univers, sur la présence de motifs cachés, sur la nature réelle du hasard. Il est évident que l'éphéméride céleste de fin 2025 a offert une moisson exceptionnellement abondante d'événements. Que cette abondance soit fortuite ou porteuse de sens, que le calendrier favorise ou entrave les découvertes, que nous traversions une routine cosmique ordinaire ou une phase plus profonde. Ces interrogations ne sauraient être résolues avec certitude à partir des éléments en notre possession. Nous demeurons dans l'incertitude, scrutant les cieux, suivant l'agenda, nous demandant si ce calendrier mesure simplement le temps ou annonce une échéance imminente. Et voici la dernière idée dérangeante. Peut-être que la question en elle-même est l'essentiel. Peut-être que l'important n'est pas de savoir si Atlas est d'origine naturelle ou artificielle, si son timing est accidentel ou planifié, si nous assistons à un prodige ou si nous déformons le banal au prisme de nos espoirs et appréhensions. Peut-être que l'essentiel réside dans le fait même de poser ces questions, dans notre regard levé vers le haut, dans notre confrontation à l'incertitude plutôt que notre repli vers une assurance totale. Le récit qui entoure Atlas, l'histoire que nous bâtissons sur sa nature et sa signification, ce récit en dit autant sur nous que sur l'objet lui-même. Il met en lumière notre gestion de l'ambiguïté, notre propension à précipiter des jugements ou à accepter l'ignorance, notre confiance ou notre méfiance envers les institutions, notre ouverture aux hypothèses inconfortables, ou notre besoin que l'univers se conforme à nos attentes pour apaiser notre psyché. Alors, levez les yeux, observez la lune froide se hisser, dénombrez les météores filants. Remarquez l'éclat de la superlune et les ombres qui l'entourent. Suivez Atlas dans son transit à travers notre système solaire avant qu'il ne s'évanouisse dans le vide interstellaire. Mais tournez aussi le regard vers l'intérieur. Identifiez ce que vous désirez croire et les raisons de ce désir. Notez ce qui vous met mal à l'aise et ce que cet inconfort vous épargne de ressentir. Prenez conscience des récits que vous vous tissez sur les événements célestes et reconnaissez-les comme des fictions, des édifices humains superposés à des réalités qui subsistent indépendamment de nos lectures. Le calendrier avance. Le décompte, s'il en existe un, suit des rythmes que nous ne maîtrisons pas. Les faits se produiront. Les données seront publiées ou resteront secrètes. Les réponses émergeront ou muteront en nouvelles interrogations. Et nous serons là, à observer, à spéculer, à forger des récits parce que c'est ainsi que les humains réagissent face à l'énigme. Qui a dressé cet ordre du jour? Cette concentration d'événements cosmiques sur ces mois précis? Quelqu'un l'a-t-il rédigé? Ou cette interrogation même est-elle une erreur de catégorisation, une projection d'intention sur des dynamiques qui simplement existent? L'univers n'écrit pas. Il ne conçoit pas. Il se déploie selon des lois que nous saisissons partiellement, générant des configurations qui paraissent parfois intentionnelles, mais pourraient n'être que les fruits inévitables d'une complexité se répétant sur des échelles temporelles immenses. Ou peut-être bien, certains schémas sont-ils délibérés? Certains timings intentionnels? Certains corps traversant notre ciel porteur d'une volonté plutôt que d'une simple inertie? Nous l'ignorons. Nous ne pouvons le savoir. Pas encore. Pas avec les outils d'observation et de mesure actuels. Mais nous pouvons garder l'esprit ouvert à l'hypothèse, tout en évitant le piège d'une conviction prématurée. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Si vous adhérez à l'idée que l'Atlas n'est qu'une comète, vous pourriez avoir raison. Mais vous risquez aussi de passer à côté de la plus grande révélation de l'histoire humaine, en optant pour le confort au lieu de l'inconfort, la certitude plutôt que l'incertitude, le familier contre l'inconnu véritablement étranger. Si vous pensez que l'Atlas représente autre chose, vous pourriez avoir raison. Et pourtant, vous pourriez aussi bien projeter des motifs sur du hasard, déceler un ordre dans le chaos, bâtir des théories complexes pour des faits qui s'expliquent plus simplement. La seule posture vraiment honnête sur le plan intellectuel, c'est le doute associé à une vigilance accrue. Le doute face à notre ignorance, trop grande pour trancher avec assurance. La vigilance envers ce que l'univers nous révèle, même quand c'est dérangeant ou flou. Le ciel se moque de nos convictions. Il existe, point final. Et nous, simples spectateurs éphémères, munis d'outils limités et d'interprétations biaisées, nous nous efforçons de décrypter ces signaux, tracés en lumière,
en gravité et dans les trajectoires d'objets voyageant sur des distances inimaginables. Levez les yeux. Mais interrogez aussi l'auteur de ce calendrier céleste, s'il en existe un. Demandez-vous ce que vous laissez dans l'ombre en fixant l'évident. Interrogez la narration que vous avez embrassée. L'avez-vous choisie ou l'a-t-on imposée? L'univers est immense, énigmatique et indifférent à nos récits humains. Pourtant, nous sommes des êtres narratifs, et les contes que nous tissons sur le firmament modèlent notre vision de nous-mêmes. Racontez-les avec précaution. Soumettez-les à un examen rigoureux. Et gardez en tête que la réponse la plus authentique aux énigmes cosmiques pourrait bien rester, pour l'instant du moins, celle-ci. Nous l'ignorons, mais nous observons. Et cette observation en soi marque le premier pas vers la sagesse.